Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son. Moi c'est André. Et moi c'est Gérald. Aujourd'hui on vous a concocté une petite interview aux petits oignons. Alors c'est André qui a fait l'interview. On est allé voir nulle part. En fait on l'a invité au Noise Factory mais au travers d'un écran. On parle de Joël Delier qui est mixeur. En fait il fait du mix et du mastering. Et alors il est spécialisé dans tout ce qu'on appellerait un peu le cinématique, tout ce qui est lié à du mixage orchestral, que ce soit sur base de vrais instruments, de vrais grands orchestres, ou à base d'instruments virtuels, ou ce qui se passe souvent, mais c'est un mélange des deux. Il fait ça beaucoup pour tout ce qui est jeux vidéo, musique de film, et ce genre de choses. Donc forcément, c'est un point de vue un peu différent de ce qu'on fait d'habitude, mais justement qui est très instructif, parce que c'est un autre point de vue qui va permettre de nous apprendre plein de choses sur tout ce qui est l'ensemble des instruments, tout ce qui est instruments virtuels, et un petit peu ce milieu-là. Joël est relativement jeune, mais il a déjà compris beaucoup de choses, et c'était assez agréable de discuter avec lui. Enfin, moi j'ai assisté à l'entretien d'André avec Joël, c'était assez agréable. Il dit beaucoup de choses qui sont très intéressantes et je pense qu'ils peuvent résonner chez vous. Et puis il a aussi une vision de tout ce qui est business contact qui peut aussi servir la plupart d'entre vous. Avant de commencer, ce qui est peut-être cool, si vous aimez voir des interviews, si vous aimez que la chaîne grandisse et qu'on puisse interviewer de plus en plus de personnes et avoir de plus en plus de contacts, c'est de liker et de vous abonner, comme ça montre que la chaîne a de l'importance pour vous et pour des gens, et donc du coup ça nous permet de contacter de plus en plus de monde. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est d'aller sur l'academiedugrosson.com/bonus. Ça c'est notre site internet, avec l'extension bonus, vous pouvez rentrer votre email et avoir des petits cadeaux, comme un guide d'achat pour votre home studio si vous commencez, qu'un jour vous voulez être mixeur comme Joël, si un tableau des fréquences, si il y a plein d'instruments de l'orchestre, ou peut-être qui sont pas de l'orchestre, savoir où ça se joue, et puis après quand vous deviendrez un pro comme Joël, vous ferez le tableau et nous on rajoutera à notre tableau ce que vous nous aurez aidé à faire. Et ensuite il y a tout plein de plugins que vous pouvez trouver gratuitement sur le net qui vont vous permettre de mixer et peut-être appliquer des petits trucs que Joël va expliquer dans l'interview avec André. Je pense qu'on a fait le tour. Yes. On est parti pour l'interview à ce moment-là. C'est parti. Bonjour Joël, bonjour à l'Académie du Gros Son. Ça fait très plaisir de t'avoir ici. Bonjour André, c'est un plaisir. Franchement, merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Je pense que les gens seront super intéressés. Je pense que ce que tu fais, tu vas le dire dans 2 secondes, ce que tu fais. Mais je pense que ce que tu fais, c'est quelque chose d'assez unique et pas mal des gens qui nous posent des questions et qui ont parfois justement des questions sur les trucs un peu orchestraux, etc. Bon, je m'avance un peu, mais où j'ai parfois du mal un peu à répondre. Donc, je vais profiter de l'occasion pour te soutirer tout ce que tu as pour nos abonnés. Je donne tout. Je commence tout de suite. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qu'est-ce que tu fais dans le son? C'est quoi tes projets types? Et un peu, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Ouais, bien sûr. Alors moi c'est Joël. Coucou. Alors je suis ingénieur du son, donc de mixage et mastering. Je fais un petit peu les deux parce que on se sépare plus trop ça de nos jours. Peut-être qu'on en parlera plus tard. Alors moi, je fais surtout de la musique orchestrale. Mais tout ce qui est, on va dire, soundtrack, c'est un anglicisme, mais ça va englober la musique orchestrale hybride. Ça peut être des bandes annonces, ça peut être des bandes son de jeux vidéo, des bandes son de films. Donc voilà, ça va souvent être basé sur de l'orchestral avec quand même des synthés, des petits trucs autour. Il m'arrive aussi de faire d'autres styles, pour peut-être en parler. Mais voilà, donc je fais surtout tout ce qui est bande son de jeux vidéo, bande annonces, tous ces trucs-là. Des trucs que les gens auraient vu, entendu? Oui, c'est possible. Par exemple, j'ai mixé un track pour Dragon Ball Z Sparking Zero. Cool. Bande originale. Aussi, j'ai fait des bandes annonces il y en avait une, c'était pour Loki. Ça date de quelques années, mais voilà. Et sinon, je bosse aussi avec Jason Graves actuellement, donc c'est le compositeur de Dead Space. Donc là, c'est plus de la template qu'on fait pour l'instant. Mais voilà, j'ai pu mixer le thème de No Rest for the Wicked. C'est un jeu vidéo qui est sorti récemment. Donc voilà, quelques petits trucs de jeux vidéo. Donc tu travailles, si je comprends bien, tu travailles principalement avec plutôt des boîtes de production, des boîtes de jeux vidéo, etc. ou plutôt avec des musiciens, au prod musical? Alors on va dire 90% ça va être directement avec le compositeur. Donc généralement le compositeur de jeux vidéo c'est un freelance qui va être engagé par la boîte, le studio. Et ensuite le compositeur me contacte. Donc lui il a une enveloppe et du coup il va inclure d'autres personnes, on va dire dans le projet quoi. Donc souvent c'est comme ça que ça se passe. Mais il y a des exceptions, c'est les jeux mobiles. C'est une grande partie de ce que je fais, c'est des jeux mobiles chinois. Ouais. Intéressant.
Donc là, ça appartient souvent à des grosses corporations du style Tencent, c'est les plus gros. Donc eux, ils font un jeu qui s'appelle Honor of Kings, qui ressemble un peu à League of Legends. Ok. Et là, c'est différent, c'est très très corporate, c'est-à-dire que tu vas avoir voilà, Tencent, le studio de Tencent, qui ensuite va engager des studios de production musicale qui vont organiser des projets, ils vont synchroniser des compositeurs, des sessions de recording pour des orchestres live, des mixeurs et tout ça. Donc là, c'est vraiment le monde, c'est un petit peu différent, c'est un peu plus business. Mais on va dire que c'est la minorité. La plupart des projets que je fais, c'est vraiment direct avec un compositeur. Donc là, si je comprends bien, la personne qui compose a comme but de livrer un produit fini à la maison de prod. Et c'est lui ou elle qui t'engage pour finir donc les mix, c'est ça, c'est ça. Pour finir ce qu'eux ils ont écrit, etc., produit, j'imagine, surtout à base de VST. Bah, ça dépend. Des fois, il y a du live, des fois il y a du VST, mais c'est vrai que souvent c'est des VST. D'accord, ok. Donc toi, tu reçois tous ces stems. Ou est-ce que tu reçois leur session avec tout dedans ou... Voilà, ça dépend. Tu as les projets, on va dire, un peu plus low budget. Bah là, c'est que des VST. Donc, c'est le compositeur qui va exporter tous ces stems. Enfin, ces tracks, plus exactement. Et ensuite, tu as les productions où il y a un peu plus de budget. Souvent, il y a de l'orchestre live aussi. Donc là, ça vient en 2 parties. Donc, tu as la session Pro Tools du studio de l'orchestre. Donc, brut, avec les chaque micro, quoi, ouais. Ok. C'est ça. Donc, quand c'est un vrai orchestre, ça monte assez vite parce qu'ils font plusieurs passes. Parce qu'en fait, ils vont jouer peut-être le même morceau, si ça marche bien, 2-3 fois. Si ça marche pas, ils vont reprendre certaines sections en fait, du morceau peut-être 15 fois. Bon, ça, c'est assez rare, mais ça arrive. Donc, tu te retrouves avec des sessions qui font facilement 40 GO, des zips de 40 GO. Et le pire que j'ai eu, c'était... Enfin, le pire, c'est cool en même temps, mais c'est Synchron Stage à Vienna. Ça s'appelle le Synchron Stage. C'est un grand hall. Alors, eux, ils rigolent pas. Tu as 60 positions de micro par prise. Et il y avait combien? Il y en avait... Bon, en tout, je sais que j'avais dépassé les 512 tracks parce que j'avais eu l'alerte sur Pro Tools en studio. J'ai dû prendre Ultimate juste pour ouvrir la session. Donc voilà, ça c'est vraiment le cas extrême. Mais généralement, voilà, c'est... J'en ai fait des comme ça, ouais, ça c'est fou. Ça c'est franchement... Mon ordi, il avait du mal même. Mais généralement, c'est peut-être 200 pistes en moyenne quand tu as du live. Quand il n'y a pas de live, c'est plus simple. C'est 50, 60, 70 pistes, des trucs comme ça. Ok, d'accord. En fonction du morceau, mais en moyenne, quoi. D'accord, donc tu travailles beaucoup sur ce truc orchestraux, j'imagine, donc tout type d'instruments classiques d'orchestre, principalement des ensembles à cordes et Voilà, les cordes, les bois, les cuivres, tout quoi. Okay, beaucoup de souvent des éléments hybrides, comme je disais. Donc, des petits synthés, des petites percus en plus. Voilà, il arrive qu'en fonction du morceau, il rajoute des trucs, des fois même un peu bizarres, tu penses pas. Genre, une fois, j'avais une sorte de... Je sais plus, c'était un instrument bulgare, ça faisait une sorte de grincement. J'ai complètement oublié le nom. Mais, et il arrive que justement, ils aiment bien, entre guillemets, dans les bandes son de jeux vidéo ou de bandes annonces ou autres, avoir une sorte d'élément qui sort un peu du lot. Donc ça arrive souvent d'avoir des instruments ethniques ou du sound design un peu original, voilà, mêlé à de l'orchestral. La texture un peu particulière. Truc. Super, cool. Ok, donc tout ça, on va un peu revenir dessus. Je me permets maintenant de revenir bien en arrière. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as débuté? Qu'est-ce qui t'a amené dans la musique? C'est quoi un peu ton parcours de comment t'es arrivé jusqu'à aujourd'hui d'être professionnel dans la musique? J'ai fait une petite timeline. Alors ça a commencé en 2014. Ok. En fait, j'étais un ado classique. J'étais fan de musique épique. Je sais pas si certains connaissent Two Steps from Hell, Audio Machine, tous les trucs, un peu les mix de musique épique sur YouTube qu'il y avait autrefois. Bon, j'ai écouté ça. Ouais. Exactement. Alors moi, je me disais, ok, c'est cool, mais comment ils font ça? Et je me suis un peu renseigné. Puis je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas forcément des vrais orchestres, parce que j'y connaissais rien. Moi, je pensais que c'était des vrais orchestres. Et en fait, je me suis rendu compte, non, on peut faire ça sur un ordi. Donc là, j'ai commencé en tant que compositeur en 2014 à essayer de faire ce style de musique. Donc de 2014 à 2018, j'étais, on va dire, compositeur à plein temps. Le mixage m'intéressait pas trop. Puis je sais pas, en fait, quand je composais, je passais beaucoup plus de temps à mixer. Donc à partir de 2017, 2016, en fait, je composais presque plus. Ça m'amusait beaucoup plus de peaufiner mon mix, tu vois. Je faisais un morceau tous les 3 mois, catastrophe, mais bon. Bien sûr. D'un côté, j'ai aussi appris le mixage. Enfin, j'ai commencé à m'intéresser au mixage grâce à ça. Et 2018, là, je me suis dit, ok, c'est bon, je fais mixing à plein temps. Ça m'intéresse beaucoup plus. Donc là, j'ai commencé j'ai ouvert mon entreprise justement en 2018. Ok, donc tu as quel âge maintenant? Comme ça, on situe un peu. 27, c'est ça? Ouais. Ok. Donc je devais avoir, je sais pas, 18, 20, 19, un truc comme ça. 22, 23, un truc comme ça, ouais.
Donc voilà. Et j'ai commencé par les morceaux de mes amis, parce que j'avais des amis surtout anglophones, vu que dans ce milieu, il y a des Français, mais il y a plus d'anglais. Donc j'étais rentré un peu dans les cercles Facebook, etc., de musique épique. Et puis ensuite, de fil en aiguille, je pense que dans ce milieu, c'est assez long. Hein. Souvent, c'est une, comment dire, je sais pas comment on dit en français, mais c'est une slow grind, c'est-à-dire que tu continues tu fais le bouche à oreille, tu fais des projets de plus en plus gros, les gens te recommandent et graduellement, t'arrives un petit peu à grandir, quoi, et à te focaliser. Donc je me suis vraiment spécialisé dans le mixage orchestral, je dirais en 2018. Et depuis, j'ai fait peut-être 2-3 morceaux, mais j'ai plus trop le temps de composer, malheureusement. Ah, c'est intéressant. Est-ce que ça te manque un peu ou tu retrouves justement plutôt dans le mix master Alors j'ai une grande période de doute et ça c'était en fait dans la phase où j'ai transitionné de composition à mixage, parce qu'il y avait pas mal de gens qui aimaient ce que je faisais en compo, et puis mes parents me soutenaient et tout ça, donc moi j'étais en mode est-ce que je dois vraiment abandonner tout ça pour le mixage? Et je me suis dit, est-ce que je suis pas en train de gâcher quelque chose? Et finalement, avec du recul, non, c'était la meilleure décision de ma vie et je regrette pas. La composition, c'est super, et franchement, il y a plein de moments où c'est vrai que j'ai recomposé 2-3 morceaux ces dernières années, hein, pas beaucoup, mais j'ai vraiment kiffé. Mais après, faire ça à plein temps, professionnellement, je pense que ça casserait un peu la magie pour moi. Parce que ça demande beaucoup de puissance, on va dire, cérébrale et de créativité, plus que le mixage, qui est créatif mais moins. Et je pense que faire ça tous les jours, ça me tuerait un peu. Moi, je faisais plus en hobby, tu vois. Je passais des mois sur ma compo, j'adorais peaufiner, tout ça. Donc, devoir se forcer à se lever le matin et avoir une idée qui fonctionne pour un projet, et ensuite que le directeur te force à la changer et tout ça, bon, je pense que c'était peut-être pas fait pour moi, tu vois. Et finalement, le mixage, je suis content parce que j'ai une base, en fait, de compo déjà qui est là. Et je peux vraiment m'amuser dessus, apporter un peu de créativité, mais ça reste quelque chose qui est mieux pour moi en fait à faire tous les jours, si tu vois ce que je veux dire. Très bien, très bien. Donc tu gardes un peu la tâche hobby de cœur pour la partie compo, mais t'es pas obligé de payer ta facture avec. Exactement. Ça c'est très. Pour ceux qui ne savent pas, dès que tu travailles avec ce que tu aimes, forcément, ça devient un tout petit peu différent, ton approche à ça devient fort différente. Après, j'adore le mixage, hein. J'adore le mixage. Oui, bien sûr. Mais en fait, je pense que je préfère mixer que composer au final. Ah ouais. Mais oui. Mais il y a quand même une petite partie, on va dire, magie dans la compo, partie créative, ça me ferait un petit peu mal si je devais faire ça en tant que boulot, je dirais. C'est un peu difficile à expliquer, mais je pense que ça me frustrerait un peu trop. Est-ce que tu as fait des projets pour d'autres personnes aussi en compo? Ou c'était toujours que pour toi? Est-ce que j'ai fait... Oui, si. En fait, j'ai co-composé certains morceaux de bande-annonce. Ok. Ouais. Je sais plus s'il y en avait une qui avait placé ou pas, mais oui, j'ai fait peut-être 4-5 morceaux de bande-annonce que j'ai co-composé. Mais par ça, c'était donc 95%, c'était pour moi, vraiment. Donc pas vraiment de projet où tu t'assois le matin et tu as 40 minutes de musique à faire pour une série. J'ai jamais eu ce stress-là. Ouais, parce que ça, j'en ai parlé à certains et ça a l'air très stressant, ouais. Ouais. Ok, mais cool. Et donc, est-ce que tu as fait des écoles de musique, quelque chose comme ça, une formation quelconque pour le mixage mastering, ou est-ce que c'est tout du appris sur le tas? Du appris sur le tas, avec YouTube. Ok. Ouais. Bon, après, je me suis tapé des dizaines d'heures de Into the Lair de Dave Pensado. Ouais. Je pense que beaucoup de gens connaissent. Forcément. Je me suis tapé Recording Revolution aussi. Ouais, très bonne chaîne YouTube. Très bien. Enfin, toutes les chaînes anglophones, en fait. Je sais pas pourquoi, j'ai pas trop cherché peut-être, ou peut-être automatiquement je suis tombé que sur les chaînes anglophones, mais je me suis vraiment tapé des heures de vidéos tutoriels parce que ça m'intéressait. De toutes ces chaînes YouTube de mixage qui étaient bien présentes vers 2016, 2018, 2020, tu vois. Et ça m'a beaucoup appris au final, mais bon, c'est comme tout, tu as énormément d'informations et ensuite faut pratiquer. Donc j'avais la tête remplie d'informations parce que je regardais toutes ces vidéos, mais il manquait aussi l'expérience au début. Mais je pense que le fait de combiner du coup l'expérience, la pratique plus toutes ces infos, ça permis en fait que j'apprenne sur le tard en fait au fur et à mesure des années. C'est comme ça que je me suis formé. C'est cool, très cool. Est-ce que, vu que ton travail est quand même assez spécifique, tu fais beaucoup de mixage, beaucoup de pistes, des grosses sessions, etc. Est-ce que tu as un studio pensé dans ce sens-là? Est-ce que tu travailles à la maison? Est-ce que tu as un endroit où tu travailles de manière commerciale? Voilà. Comment se passent tes jours au jour le jour et à quoi un peu ressemble ton setup? Alors pour l'instant, je suis en phase de transition parce que je suis en train de créer mon studio. Donc, c'est un home studio, hein, ça va être une pièce de la maison.
Et pour l'instant, il faut déjà repeindre les murs. Mais on va dire la façon dont je fonctionnais avant, et c'est aussi la façon dont je fonctionne actuellement, dans cette phase de transition. Donc, comment dire, la façon dont j'ai travaillé pendant ces 8 dernières années, c'est in the box, donc qu'avec des plugins et au casque. Donc, pour moi, j'ai appris sur le casque. J'ai commencé par un HD 598 de Sennheiser en 2014. C'était le casque beige là, de Sennheiser. Mais... Ensuite, je suis passé au HD 800, donc l'ancien HD 800 de Sennheiser qui était argenté. Et maintenant, j'ai le HD 800S, qui est cool parce qu'il corrige un petit peu les aigus du HD 800. C'est un casque ouvert qui est assez plat finalement et assez bon pour du monitoring. Donc c'est lui que tu as sur la tête là maintenant? C'est celui-là, le HD 800S. Ah ouais. Alors, il coûte assez cher quand même. Donc, pour les gens qui ont un budget un peu plus restreint, je conseillerais d'aller vers un HD 600, qui est quand même un peu plus raisonnable. Mais au moins de rester sur un casque ouvert. Pour moi, si on n'a pas de room traité, il faut rester sur un casque ouvert parce qu'en fait, ça va éviter d'avoir des gros pics de basse. Et une sorte de réponse de fréquence, on va dire, qui va être complètement éclatée. C'est très rare d'avoir un casque fermé qui a on va dire, une basse plate. Parce qu'en fait, ça crée des résonances d'avoir cette coque. Forcément. Voilà. Alors évidemment, on n'a pas le même ressenti de la basse quand on est au casque. Il nous manque un petit peu, on va dire, ce ressenti physique en fait, qu'on a avec des monitors. Mais pour moi, il vaut mieux avoir une basse plate et un petit peu moins physique, on va dire, qu'une basse qu'on sent bien, mais qui a des pics random à plus 9 dB à 120 Hz parce qu'on n'a pas de bass traps, tu vois. Donc mon setup, ça a été pendant des années, et ça l'est encore, jusqu'à ce que je transitionne là dans quelques mois, ça a été casque et puis plugin, donc pas de hardware de mon côté, pour plusieurs raisons, mais la raison principale, c'est qu'en fait, j'ai trop de sessions que je dois ouvrir, fermer dans tous les sens, et trop de deadlines courtes, notamment avec les Chinois. Les Chinois, ils sont très business, donc des fois, ils m'envoient un message, est-ce que tu peux envoyer un mix dans 2 jours? Alors là, si je commence à m'amuser avec du hardware, ça va être un peu compliqué parce qu'après, dans quelques heures, ils reviennent avec un feedback et là... Il faut devoir rouvrir, retrouver le son. Non, bien sûr, bien sûr. Puis je pense que de nos jours, les plugins sont assez bons, qu'on n'a pas vraiment besoin de hardware, voire pas du tout. Donc, Mais tiens, tu parlais donc que tu vas passer bientôt sur les... Enfin, en tout cas, à un moment donné, sur les moniteurs, probablement. Et là, c'est intéressant parce que du coup, si je comprends bien, tu n'as pas vraiment eu l'occasion de travailler sur des enceintes dans ta carrière jusque-là. Ok. Alors ça, c'est intéressant, ça. J'en ai, mais j'utilisais pour checker un petit peu la basse, tu vois. Okay. Après, vu que j'ai pas de pièces, on va dire, jusqu'à maintenant, je n'avais pas de pièces vraiment traitées. Je savais que c'était juste pour un peu checker, mais ça allait pas être un bon référentiel. Mais là, oui, je suis allé quand même aller dans des studios et j'ai entendu ce que c'était que. J'allais te poser comme question aussi. Magnifique. Ouais. Ok. Voilà. Et c'est vrai que je veux la même chose, évidemment. Je pense que pour moi, si on a une room qui est vraiment bien traitée, et donc voilà, donc des bons monitors, ce qui a une réponse assez plate, plus du traitement acoustique, plus le DSP, ça corrige aussi la phase et d'autres trucs. Je devrais avoir en fait un truc qui va se rapprocher, on va dire, de mon casque, mais avec évidemment une sub plus physique, plus pleine. Et donc pour moi, j'ai pas encore fini mon setup, mais je pense que ce sera mieux quand même. Nice, ok. Et tu travailles sur Mac, sur Windows? Alors sur Windows. Ok. Ah ouais, d'accord. Je sais que c'est un peu plus rare parce que la plupart des gens qui travaillent sur Pro Tools, ils sont sur Mac. Mais moi, je suis sur Windows parce que j'ai toujours utilisé Windows. Et puis bon, ça crache pas pour l'instant, donc je reste. Non, je pense que c'est aussi un truc qui est encore resté d'il y a plus de 10 ans où ça marchait moins bien sur Windows. Aujourd'hui, je pense que ça fonctionne. C'est ça, actuellement, c'est kiff-kiff, moi, je dirais. Bien sûr. Ok, cool. Pour donner une idée aux gens, c'est quoi ton ordi de travail qui donc peut gérer ce genre de grosses sessions avec plein de plugins, plein de pistes. On est dans quel type de config ou peut-être plus simplement dans quel type de budget pour un ordi qui peut gérer tout ça correctement? Ça, c'est une question qui revient assez souvent. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin comme vrai outil de travail pour ce genre de gros trucs? Alors, pour l'instant, ça va. Alors, en fait, ça va peut-être vous étonner, mais j'ai encore mon ordi de 2017 là. Ok. Je vais le changer parce que des fois, c'est vrai que ça rame un peu. Mais en fait, à l'époque, je m'étais fait, c'était un i7, c'était le dernier 4 cœurs que faisait Intel. Ouais. Donc ça date, hein. C'était le 7770. Mais je l'avais overclocké à plus de 5 GHz. J'avais même mis du métal liquide et tout ça. Bon, j'étais un gros geek d'ordi, je suis encore, mais. Donc j'avais vraiment boosté le truc, genre 25% de ses performances en plus. Et là, ça tient encore tout juste. Même les sessions à 500 tracks, ça fonctionne.
Mais bon, c'est vrai que des fois, ça rame un petit peu. Donc moi, si je devais recommander de faire un ordi actuellement, bah, je dirais déjà pas trop besoin de carte graphique. Prenez un truc basique parce que voilà, y a pas de graphisme dans l'audio, sauf si vous voulez jouer. Mais prenez un bon processeur. Pas non plus avec trop de cœurs. Ne prenez pas un truc avec 32 cœurs, 64 cœurs de data center. Parce que dans un DAW, en fait, dans un séquenceur, il y a pas mal de choses qui vont être mises sur les mêmes cœurs. Notamment si on fait des chaînes de plugins, ça doit être process sur un seul cœur souvent. Donc le sweet spot, c'est entre 8 et 16 cœurs, généralement, on peut recommander. Entre 8 et 16 cœurs. Et là, ça va bien répartir la charge. Voilà, tu vas avoir pas mal de parallélisation, mais pas trop non plus. Donc, tu vas pas, entre guillemets, gaspiller de la puissance de tes cœurs individuels en ayant 64 cœurs. Donc, moi, je recommanderais un Ryzen de AMD, tu vois, genre, je sais pas, un 12 cœurs, 16 cœurs, un truc comme ça. Et là, je pense qu'on en a pour pas mal d'années pour ce genre de session. Nice, ok. Et qu'est-ce qui serait important d'autre dans un ordi? Quelle autre partie est la plus importante pour toi? Alors, si vous composez aussi, je recommanderais d'avoir beaucoup de RAM, notamment pour la musique orchestrale, parce que là, ça envoie. Hein. La moindre banque son de cordes, c'est déjà 4 Go de RAM, tout ça. Bon. La plupart des compositeurs, ils en ont plus de 100, ils en ont 128, 64 minimum, mais le normal maintenant, c'est 128 ou plus. Wow. Par contre, pour le mixage, honnêtement, pas trop besoin de beaucoup de RAM. Donc, c'est vraiment surtout le CPU, je dirais. Ok. Et surtout, un petit truc qu'il faut pas oublier, des ventilateurs silencieux, sinon ça fatigue. Mettez des Noctua ou des bons ventilateurs qu'on n'entend pas là. Voilà. Surtout avec un casque ouvert, du coup, où tu finalement entends tout ce qui se passe dans la pièce. Voilà, ou même monitors, casque ouvert, pas de ventilateur qui tourne à fond. C'est important. On se croit dans un studio des années 80 avec la ligne de la console juste en dessous. Exactement. Ça m'est déjà arrivé. Cool, super. Donc t'es dans un système super simple. Assez basique. Donc, on pourrait dire peut-être qu'un bon choix, c'est un bon ordi de gaming, peut-être à part la partie graphique, mais là, on est déjà dans quelque chose de bien pour commencer, ou tu conseillerais aux gens de plutôt aller sur des machines dédiées? Honnêtement, vu le prix des cartes graphiques aujourd'hui, si ça vous intéresse pas de jouer, je dirais faites votre propre ordi ou faites-le construire, mettez tout le budget dans le processeur. Plus de 50% du budget dans le processeur au moins. Et là, vous serez tranquille. Après, voilà, moi je pense que pas besoin vraiment il n'y a pas vraiment de machine dédiée pour le mixage, je dirais. Après, ça dépend. C'est vrai que si on a vraiment un studio où on doit brancher des tonnes de machines et tout ça, on a besoin d'énormément de connectivité, c'est différent. Ouais. Non, là, je parle vraiment de studio. Ouais. Tu vois, là, je parle pour un gars, on va dire, qui veut mixer chez lui, qui veut être à son compte. En vrai, juste faites-vous un bon ordi, je sais pas, 1000-1500 €. Achetez un super bon processeur. Et puis, vous pouvez toujours rajouter une carte graphique plus tard si vous voulez jouer aussi. Voilà. Après, si vous voulez avoir vraiment un studio dédié, vous pouvez juste vous faire une machine spécialement pour ça et avoir une autre machine à côté. Il faut avoir 2 machines du coup, mais bon, voilà. Mais c'est vraiment, moi je compliquerais pas trop la chose. Voilà, une bonne machine avec un bon processeur et c'est réglé. Et clairement, je veux dire, t'as fait ta carrière jusque-là là-dessus, donc il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Le plus important, c'est de mettre l'argent dans le casque. Ouais. Voilà, si vous avez un budget, mettez l'argent dans le casque. Ou alors, si vous voulez vous construire un studio, prévoyez des bons monitors et surtout du room treatment partout. En parlant de ton casque, est-ce que tu utilises des systèmes d'équilibrage de fréquences pour ton casque ou alors des fausses pièces, enfin tu vois, genre un système qui existe pour émuler une pièce comme si tu étais dans une pièce mais au casque? Est-ce que c'est des choses que tu utilises? Alors oui, j'utilise ça, mais pas de la façon que tu pourrais penser. Alors j'utilise Sound ID, qui est le nouveau SonarWorks là. Tout à fait. Mais j'équipe pas tout le casque avec, parce que pour moi ça marche pas du tout. C'est-à-dire que ça te fait des pics bizarres dans les hauts médiums. Ça ne marche pas du tout. Par contre, ce qui est intéressant avec Sound ID, c'est que je peux faire un EQ personnalisé qui est du coup dans le DAW en tant que plugin et aussi sur Windows ou quand j'écoute des vidéos, tu vois, partout, tout le temps. Parce qu'il y a une version standalone qui fonctionne sur Windows et une version que tu as en plugin. Donc là, ça me permet de faire un boost de basse en fait permanent de environ 4 à 6 dB, je crois qu'il fait genre 5 dB. Parce que vu que c'est un casque ouvert, souvent les Sennheiser, ils ont un peu moins de basse. Donc, tout à fait. Si tu références avec des monitors de bonne qualité, c'est vrai qu'il te manque beaucoup de sub. Alors, j'ai pas ce vrai ressenti physique d'une basse d'un subwoofer, mais au moins, je compense un petit peu en fait avec un boost permanent. Ça commence à 100 Hz et ça monte comme ça, voilà, jusqu'à 50. Et après, il redescend parce que ça sert à rien de booster du 20 Hz dans un casque, ça va juste le fatiguer pour rien. Donc, j'ai une sorte de belle boost en fait, de 5 dB, peut-être centré aux alentours de 70 Hz. Et ça me permet d'avoir un casque ouvert voilà, qui est un petit peu plus mastoc dans les basses et qui se rapproche un peu plus d'un système idéal pour moi. Nice, ok, super. Donc c'est pas une correction du son de ton casque spécifiquement pour ton casque, c'est une EQ que toi tu as choisi
Voilà. En utilisant le système de Sound ID. Après, il y a certains casques quand même qui ont des réponses de fréquence qui sont un petit peu, pour moi, un petit peu mal foutus. Notamment le DT990 qui a trop d'aigus de Beyer Dynamic. Et pour moi, là, ça pourrait avoir une valeur ajoutée d'utiliser ce genre de truc pour aussi d'autres fréquences que la basse. Mais il faut faire attention. Je sais pas comment ils l'ont fait, leur courbe, mais on va dire que plus de la moitié des gens que je connais qui utilisent Sound ID ou SonarWorks, déjà, ils doivent réduire le pourcentage de l'effet. Donc, ils sont pas à 100% mix sur la courbe de correction. Donc, ça montre déjà que c'est pas parfait. Et en plus, en fonction du casque exactement que tu as, en fait, même si c'est le même modèle, les pics peuvent être à différents endroits en fonction de différences dans la fabrication du casque, tu vois. Donc, c'est vraiment pas une science exacte et c'est assez compliqué. On peut peut-être pas rentrer à fond dedans, mais c'est un petit peu compliqué, en fait. Quelle est la courbe idéale pour un casque, la courbe de réponse de fréquence idéale? Parce qu'en fait, tu as des haut-parleurs qui sont très très proches des oreilles. Donc, il doit y avoir, entre guillemets, un dip vers les 3-4K. C'est normal pour qu'on ait la sensation que ce soit plat. Donc, tu as plein de constructeurs qui ont un petit peu leur idéal, la courbe idéale qu'ils pensent qu'il faudrait qu'on ait pour qu'un casque ait l'air plat. Mais il y a plein d'autres spécificités du design, les matériaux qui font que c'est très compliqué. Donc, pour moi, Sennheiser, ils ont des mids qui sont très très plats, notamment le HD600 dont je parlais avant, le HD800. Et c'est difficile d'améliorer ça sans bousiller, créer d'autres pics et voilà. Donc je resterai au boost des basses sur des casques ouverts. Généralement, ça fonctionne bien. Et c'est safe, on va dire. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Mais cool. Je me retrouve à faire exactement la même chose avec j'ai un casque Holo où tout seul, c'est assez difficile. Enfin, il est très beau, il sonne bien, il a un beau médium, mais il lui manque tout dans le bas et dans le haut. Donc je fais juste... On fait pareil. Voilà, un gros smiley et là tout de suite tout s'ouvre et je peux travailler. Mais cool. Alors peut-être un peu comment ça se passe pour toi un projet type. Enfin, j'imagine que ça dépend évidemment beaucoup de types de projets avec qui tu travailles, mais imaginons pour un trailer par exemple. Donc on te demande de mixer un truc pour un trailer. Combien de temps ça te prend? Qui est-ce qui prend contact? Qu'est-ce qui se passe d'abord? Combien de révisions peut-être tu fais? Voilà, ce genre de choses. Comment se passe un projet de trailer classique? Il y a pas mal d'étapes. Du coup, je vais commencer par le commencement et je vais un petit peu essayer de décrire ce qui va se passer. Super. Donc, la personne va prendre contact avec moi déjà. Et ensuite, je vais essayer de voir exactement qu'est-ce qu'ils veulent. Donc, est-ce qu'ils veulent déjà un mix complet avec, je sais pas, peut-être 60 pistes ou est-ce qu'ils veulent un stem master? Parce que beaucoup de bandes annonces sont masterisées par stems. Donc, le compositeur a déjà exporté ses groupes, peut-être 12-14 groupes. Ou alors, est-ce qu'ils veulent juste du mastering? Donc, je vais essayer de voir ce qu'ils veulent exactement. Comme ça, je vais pouvoir estimer la charge de travail. Donc, évidemment, c'est pas du tout le même temps si c'est un stem mastering ou si c'est un mix complet. Si c'est un stem mastering, il va exporter avec ses effets dans les groupes. Et moi, je vais juste essayer d'améliorer ça. Ensuite, on convient du prix. Voilà, on se met d'accord. Hop. Il me verse un acompte de 50%. Aspect business. Yes. Très important. Yes, absolument, oui. Voilà. Et puis ensuite, on commence. Alors, on va dire si c'est un mix, je vais prendre l'exemple d'un mix complet. On va dire 80 pistes, un truc standard de bande-annonce. Déjà, très important, je vais organiser ma session. Donc, je vais grouper tout par stems. Parce que par groupe, en fait, de stems. C'est-à-dire que dans Pro Tools, on a ce qu'on appelle les groupes. La plupart des DAW en ont, je pense. Donc, je vais mettre mes cordes, mes cuivres, tout ce qui est percussion, tout ce qui est hits. Donc, ça, c'est plus les impacts. Et je vais me retrouver avec 12 ou 14 groupes sur Pro Tools. Et ça va me permettre aussi de solo les groupes individuellement, ce qui est intéressant. Parce que dans les sessions de trailer, il y a beaucoup de tracks, souvent 80 ou 100 pistes. Donc, c'est mieux d'avoir en fait des groupes individuels, comme ça tu peux juste écouter tes cordes, écouter tes cuivres, etc. Moi, j'ai toujours recommandé de créer des mini-mix en quelque sorte, parce que dans les cordes, tu as des graves, des aigus, dans le cuivre aussi. Donc, c'est intéressant de les avoir en fait déjà dans un état correct, et ensuite tu les travailles les uns contre les autres. Donc, une fois que tes cordes sont correctes et que tes brasses, enfin tes cuivres sont corrects, tu vas les équilibrer entre eux et voilà, essayer de voir comment ça fonctionne. Donc vraiment cette organisation, je fais gaffe que ce soit bien organisé, sinon je vais perdre énormément de temps. Là par exemple j'ai un projet actuellement qui c'est 7 minutes de musique et il y a peut-être 200 pistes. C'est vrai que si je m'organise pas, ça va être un cauchemar, quoi. Bien sûr, pour aller retrouver le son de tiens, est-ce que tu peux baisser le son X à X minutes, déjà rien que pour trouver ça. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais créer des bus pour tout ce qui va être... Alors moi je travaille par banque son. C'est-à-dire que des fois, par exemple, on a une banque son de cordes, mais c'est des cordes symphoniques assez grosses. Et puis après, on a aussi une banque son de cordes plus chamber, tu vois, donc, plus solo, quoi. Alors là, c'est pas le même timbre, c'est pas les mêmes effets. Donc je vais créer des bus, en fait, qui vont être différents. Alors, je vais avoir le bus pour les cordes symphoniques, le bus pour les cordes chamber. Et ensuite, je vais créer un VCA qui va contrôler ces deux bus. Donc, ça permet le VCA, c'est juste un contrôleur. C'est comme ça permet en fait de contrôler plusieurs faders avec un seul fader.
Donc, en fait, je vais avoir un fader VCA qui va contrôler. Donc un bouton de volume qui tourne d'autres boutons de volume. C'est ça. Voilà. Exactement, c'est exactement ça. Donc, en fait, quand j'ai plusieurs banques son, au lieu d'avoir un seul groupe strings, tu vois, où je mets toutes mes cordes, je vais plutôt faire des bus par banque son. Comme ça, je peux vraiment mettre différentes doses de reverb, etc. Par banque son. Et ensuite, pour contrôler toutes mes cordes en même temps, j'ai ce VCA qui va permettre de gérer le volume. Et donc, je vais faire cette structure un petit peu pour tout. Alors, quand ça fait pas trop de sens de grouper, je groupe pas. C'est-à-dire que des percussions, si tu as des grosses percussions épiques un peu graves et des shakers, je vais pas les grouper. Voilà, je vais pas faire de bus percussion forcément. Quoique ça peut m'arriver si je veux peut-être faire un peu de compression sur le tout, faire respirer un peu tout. Ça m'arrive. Mais bon, je vais avoir un petit peu ce schéma du mix dans ma tête et je vais créer tous les groupes. Voilà. Ok, cool. Et ensuite je continue à mixer. Ça va me prendre, je sais pas, si c'est un gros mix de 80 pistes, ça va me prendre peut-être 4-5 heures de travail. Si c'est un stem master, ça va me prendre un peu moins, ça va me prendre, je sais pas, 1 heure, 1 heure et demie. À l'époque, je mettais plus genre 8-10 heures par mix sur tous les gros mix. Maintenant, c'est plus rapide. Genre en 4-5 heures, déjà en une demi-heure, j'ai fait 50%, 60% de mon mix. Allez, en 40 minutes, 45 minutes. Après l'organisation, évidemment. Si j'enlève l'organisation, en 45 minutes, j'ai fait 60-70%, ouais, 60% du mix. Et ensuite, les heures qui vont suivre, c'est du peaufinage. Voilà. Un truc que je faisais pas avant, c'est que j'hésitais trop. Enfin, avant, j'hésitais beaucoup sur mes décisions de mixage et je perdais énormément de temps. Et finalement, je me fatiguais les oreilles et ensuite, le mix, il était pas mieux au final. Donc maintenant, je fonce. Tant que je suis encore frais, que je connais pas trop le morceau, je fonce, je fais les EQ principaux. Ils sont pas parfaits, mais au moins, je les fais. Et en fait, je me rends compte que quand je reviens, en fait, j'ai pas trop à réfléchir, j'ai déjà fait la plupart du mix, il est déjà bien, tu vois. Et quand je reviens, je change moins. Je peaufine ce que j'ai fait, mais je change moins. Étant donné que ça m'arrive ça m'arrive encore beaucoup plus rarement, mais à l'époque, ça m'arrivait, on va dire, de passer énormément de temps sur un seul truc, je sais pas, sur le son de la caisse claire, par exemple. Et ensuite, je reviens plus tard et je suis frustré parce qu'en fait, ça me plaît pas. Je passe du temps à polir quelque chose, en fait, qui n'a pas lieu d'être poli parce que j'entendais pas qu'il y avait un autre problème majeur. Parce que j'étais déjà fatigué, en fait, tu vois. Bien sûr. T'as un autre exemple d'une situation comme ça où où justement aujourd'hui tu vas plus vite, donc finalement tu arrives à un truc meilleur et avant tu passais beaucoup de temps? C'est surtout ça, surtout pour les drums, enfin les kits, tu vois, avec kick, snare, tout ça, vraiment les trucs. Les batteries complètes, quoi, ouais. Ça, c'est super compliqué à mixer, je trouve. C'est un des trucs les plus compliqués à mixer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, t'as énormément de paramètres qui vont influencer comment les drums sont perçus dans le mix. Donc leur volume va influencer en fait ce qui dépasse. En fait, j'aime bien séparer en fait les sons percussifs des sons sustain, des sons plus plats. Donc en fonction de à quel volume tes drums sont dans le mix, tu vas plus ou moins percevoir les transitoires, les attaques, et tu vas plus ou moins percevoir aussi la longueur de la reverb et la longueur de l'ambiance, tu vois. Et c'est tellement facile en fait de modifier plein de paramètres différents, tu vois, les micro rooms, la compression sur le bus, et en fait de vouloir rajouter plein de trucs et de focaliser en fait sur les éléments individuels au début et rajouter plein de trucs et au final te rendre compte que tu dois en fait virer la moitié des plugins pour avoir un meilleur son. Donc à l'époque, ce que je faisais, c'est que je me concentrais de ouf sur par exemple les rooms des drums. Et je passais je sais pas combien de temps à EQ, compresser, même DS des fois les cymbales et tout ça. Bon, il faut le faire des fois, mais je passais vraiment, je focalisais sur un seul truc. Et ensuite, je soloais un autre instrument, enfin un autre micro des drums. Et pareil, je passais encore une demi-heure par micro. Et finalement, j'étais frustré parce que ça marchait pas du tout au final. Donc quand tu les mélanges ensemble dans le contexte du mix, là en fait, tes choix n'ont pas trop de sens ou alors tu les entends peut-être même pas. C'est ça. Donc je passais du temps à me focaliser sur ce qui n'était pas important. Et là maintenant, déjà en fait, je fais la passe de volume et d'EQ, je la fais assez rapidement et je la fais direct. Et c'est vrai qu'en fait, du coup, je me rends compte que j'ai moins besoin de processing. Tous les petits trucs que je faisais avant, je perdais du temps aussi à mettre des saturations, des légères saturations qui n'avaient pas lieu d'être au final. Bon, voilà, je me concentrais trop sur les détails et du coup, je perdais du temps et les résultats étaient pires. Donc maintenant, je fonce et franchement, ça marche pour moi. Je dis pas que c'est la méthode et que ça peut-être pas marché pour tout le monde, mais moi, quand je fonce sur un mix au début, c'est vrai qu'au final, tout le monde est content à la fin parce que moi j'ai mieux travaillé et le mix est meilleur. Nickel. Donc, j'imagine que tout ce travail de peaufinage, de détails, d'essayer de faire ressortir des choses qui sont fines, tu le fais quand même, mais tu le fais un peu plus tard dans le processus? Ouais, à la fin, on va dire la dernière heure à peu près. La dernière heure, c'est du referencing de ouf. Donc, j'ai mon fichier avec tous mes morceaux de référence que j'aime bien.
Et je vais passer énormément de temps à écouter plein de trucs, comparer, écouter à bas volume, écouter à haut volume, pas trop haut parce que ça sert à rien. Mais ouais, volume normal versus bas volume, ça c'est très important. Checker les deux pour moi, parce qu'on a un ressenti différent, une courbe en fait qui va être différente. Et donc je compare plein de morceaux de référence avec mon mix, je fais plein de peaufinage, je me questionne sur toutes mes décisions, mes choix de vie. Non, je rigole. Je doute de tout ça, tu vois, je suis dans cette phase où... Je rigole, hein, n'est-ce pas? Oui, bon, ok. T'inquiète, on est mixeurs tous les deux, je comprends très bien. Ok, tu vois de quoi exactement de quoi je veux parler. Je sais exactement de quoi tu parles. Ah, est-ce que mon kick il est assez compressé? Est-ce que c'est normal que ça ressorte comme ça, machin, Tout à fait. Et oui, j'ai toutes ces phases-là hein, à la fin, comme tout le monde. Et je prends le temps là vraiment de peaufiner. Mais voilà, toute cette étape-là, je le fais à la fin. Est-ce que dans cette étape-là, est-ce que tu te retrouves à changer des choses fondamentales, comme par exemple enlever une EQ que tu as mis tout au début, ou alors changer complètement l'approche à un élément, ou est-ce que tu es plutôt à réajuster certains petits réglages? Non, réajuster. Okay. C'est rare que j'enlève tout. Ça m'arrive très rarement. C'est vrai qu'il y a des moments où, j'enlève tout, mais ça, en fait, j'étais pas vraiment content du truc au début. Je l'aurais entendu, en fait. Donc, généralement, en fait, je vais faire un truc. Si ça me plaît pas, je vais quand même le changer à la base. Après, il arrive que, je me dis, bon, ok, je vais le laisser, je vais voir ce que ça fait à la fin. Et à la fin, finalement, je me dis, ok, je vais l'enlever, je vais retourner l'enlever. Mais ça reste quand même rare parce que avec l'expérience, je pense quand même que tu fais un petit peu moins d'erreurs. Au début, ça m'arrivait beaucoup plus de faire des mix et de le recommencer à zéro. Et maintenant, je recommence moins, je recommence pas à zéro. Hein. Voilà, je corrige des petits détails souvent. D'accord, cool. En lien avec tout ça, si tu devais donner une chose pour quelqu'un qui apprend à mixer aujourd'hui, surtout de l'orchestrel, qu'est-ce qui pour toi est le plus important à faire au début pour progresser vite? Alors, le plus important, c'est de s'entraîner les oreilles à l'EQ, parce que c'est 80% d'un mix orchestral, allez 70%. Et c'est très important de réussir en fait à reconnaître un bon équilibre tonal. Parce que c'est tout en fait, l'équilibre tonal c'est pratiquement tout. Pour l'orchestral c'est encore plus important parce que l'orchestral au final tu vas pas trop mettre de chorus ou d'effets voilà, un peu créatifs. Tu vas en mettre sur certains synthés et tout ça, mais ce qui va faire que ton orchestre sonne bien c'est l'équilibre tonal. Que ce soit en fait avec de l'EQ ou de l'EQ dynamique, corriger certaines résonances, tout ça fait partie de l'équilibre tonal. Donc pour moi il faut vraiment qu'ils s'entraînent à, on va dire, écouter des morceaux déjà mixés de pro, tu vois par exemple des bandes son de film, essayer d'écouter ses propres compos, essayer de reconnaître est-ce qu'il y a trop de mids, est-ce qu'il y a trop de 500 Hz, il y a trop de 200 Hz, essayer de reconnaître qu'est-ce qu'une fréquence, par exemple, qui dérange vraiment, parce que c'est trop facile d'aller à 4K et te dire, tu solo juste une bande très très étroite et se dire, ah ça fait mal, tu vois. Mais des fois, il en faut du 4K, et ça sert à rien de tout couper. Moi, les erreurs que font souvent les débutants, c'est qu'ils vont booster beaucoup trop d'aigus dans l'orchestral, et tu te retrouves en fait avec des violons qui sont hyper synthétiques, tu vois, il y a cette texture d'air qui n'a pas lieu d'être. Donc il faut juste la bonne dose d'air. Donc comment tu reconnais ça? Bah tu t'entraînes. C'est-à-dire que tu vas référencer plein de morceaux, tu vas tu crées ton propre goût et tu vas t'entraîner surtout à écouter pendant des heures et des heures et des heures. Donc il n'y a pas vraiment... Tu peux évidemment regarder des tutos. Moi, j'en ai regardé des tonnes. C'est très important de se former. C'est très important de connaître quelles sont les bonnes plages de fréquences et tout ça. Par exemple, si on te dit que, je sais pas, les violons souvent à 3K, ça fait un peu mal. Tu vois, c'est bien d'avoir cette information à la base. Mais ensuite, il faut pas trop, entre guillemets, faire une overdose de cette information et ne pas pratiquer. Il faut pas que ça remplace le fait que tu dois pratiquer. Et il faut surtout pratiquer et s'entraîner à EQ. Et si tu fais ça, franchement, pour moi, ça va vraiment te faire progresser le plus vite possible. Si tu devais donner une définition de l'équilibre tonal, ce serait quoi? L'équilibre tonal, c'est, on va dire, c'est l'équilibre des volumes entre les fréquences. Donc, c'est l'équilibre entre la quantité de basse, de médium, d'aigu. Et un bon équilibre tonal, ce serait quel ratio de fréquences, quel équilibre de fréquences est bon pour cette composition-là en particulier. Parce que ce ne sera pas la même réponse tout le temps, en fait. C'est-à-dire que tu risques d'avoir un morceau de dubstep où il faut énormément d'aigus. Parce qu'en fait, il y a pas mal de synthés, pas mal de caisses claires qui sont très sèches, de hi-hat aussi, qui ont besoin d'avoir cette brillance. Par contre, un morceau, on va dire, de plus orchestral, tu risques d'avoir, en fait, je sais pas, énormément moins d'aigus. On va dire à partir de 4K, ça va vraiment descendre. Et c'est normal. C'est-à-dire que si tu en avais plus, si tu en avais autant que le morceau de dubstep, ce serait synthétique, ce serait fake. Tes cordes, elles auraient un rendu qui serait bizarre, qui serait trop poudreux, tu vois, dans les aigus. Je sais pas comment décrire ça. Il y a un aspect un peu métallique, comme ça, un peu l'archet qui ressort, enfin, exactement. Il y a plein d'artefacts qui ressortiraient que tu veux pas forcément. Donc, en fait, ce qu'il faut cultiver, en fait, c'est savoir quel équilibre des fréquences entre elles
chaque morceau a besoin, tu vois. Mhm. Et pouvoir juger de cela. Et pour ça, il n'y a pas de secret, il faut écouter plein de trucs. Ok, Voilà. donc il n'y a pas un équilibre tonal, il y a un Il y a pas un équilibre équilibre tonal. par morceau, par contexte. C'est ça. Alors après, petite nuance, j'ai remarqué que beaucoup de morceaux qui sont bien mixés vont partager un équilibre tonal qui est quand même souvent assez constant on va dire de 40 Hz à 4K. Mhm. C'est vrai que beaucoup de morceaux de pop, beaucoup même que ce soit du pop ou d'autres genres, ils vont avoir en fait une courbe qui va pas mal se rapprocher du mode bass heavy de Ozone. Je sais pas ceux qui connaissent Ouais. Tonal Balance Control de Ozone. Ok. Souvent, ça va être entre le setting moderne et le setting bass heavy, Ok. qui sont d'ailleurs une moyenne. La façon dont ils ont créé ces courbes de fréquence dans Tonal Balance Control, qui est un plugin de Isotope. Tout à fait. Ils ont créé ça en fait en analysant plein de morceaux. Et c'est vrai qu'on se rend compte que finalement, voilà, un bon équilibre tonal va être légèrement orienté en mode bruit rose, tu vois, pink noise. Tu vas avoir un petit peu plus de basse que de mid, que d'aigu. Et c'est en fait une pente qui est assez naturelle, que tu vas retrouver plus dans la nature. Tu vois, dans la nature, beaucoup de sons vont un petit peu se rapprocher de ça. Donc c'est pour ça que ça va paraître assez naturel. Donc oui, on pourrait dire que quand même, il y a une sorte d'équilibre tonal qui est plus ou moins, voilà... Il y a une sorte de moyenne en fait qui existe, mais chaque morceau va devoir un petit peu sortir de la moyenne en fonction du style des instruments. Puisqu'on parle des outils, on parle de ton setup, etc., tu fais aussi des plugins en tant Ah oui, que c'est vrai. JD Factory. Donc, je vais donner Factory forcément. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Comment c'est arrivé? Quel plugin tu fais? Pourquoi faire des plugins? Ouais, alors oui, je fais des plugins. Alors comment ça a commencé tout ça? C'est parce que en fait, j'avais certaines chaînes de processing que je faisais qui étaient un peu chiantes à mettre en place, tu vois. Du style, l'exemple tout concret de Panbox. C'est un de mes plugins. J'aimais bien en fait panner les instruments orchestraux avec des filtres. C'est-à-dire que j'aimais bien couper plus d'aigus d'un côté et en booster de l'autre. Et en fait, ça fait en sorte que tu peux panner les instruments mais d'une façon plus fréquentielle. Parce qu'en fait, le panning normal, tu vas juste changer l'équilibre de volume. On appelle ça le balance panning. Tu vas juste changer l'équilibre de volume entre la gauche et la droite. Mais dans la réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. Parce que quand un instrument il bouge entre guillemets dans une pièce, les graves sont moins directionnels. Les graves sont plus omnidirectionnels. Donc les aigus qui eux sont plus directionnels vont bouger plus que les graves. Donc créer un plugin qui te permet en fait de panner avec des filtres mais en un seul bouton, pour moi ça me simplifiait la vie. Cool. Donc je les faisais pour moi à la base. Puis ensuite je me suis dit pourquoi pas les vendre parce que ça pourrait servir à d'autres gens. Forcément. Donc voilà, c'est des plugins qui sont assez simples. Il n'y a pas d'IA et tout ça. Mais c'est des plugins vraiment qui me simplifiaient la vie. Il y a aussi un autre qui s'appelle Room Widener. Ok. C'est une sorte de truc qui permet en fait de créer ce qu'on appelle les early reflections. C'est entre guillemets les premiers échos qu'une reverb a. Et ça permet de créer une sensation de 3D un petit peu. Voilà. Donc c'est un plugin qui crée un peu de cette sensation de profondeur légère. Et aussi ça écarte un petit peu le spectre. Donc il y a plusieurs process. Ça marche avec des délais et des filtres. Et trucs comme ça. Ok. Donc voilà, et donc j'ai créé ces plugins, alors pas tout seul, moi j'ai fait le design, puis après j'ai des programmeurs qui m'ont aidé parce que c'est vachement complexe, c'est du C++, Bien sûr, il faut savoir coder, voilà. Et comment t'as fait? Donc c'est pas toi qui prépare le plugin, c'est quelqu'un d'autre qui le code. Toi, j'imagine que tu fais un feedback dessus, etc. Vous faites des allers-retours comme ça. Ok. Beaucoup d'allers-retours. Moi, je lui mâche un petit peu le process. Donc, je détaille le plus possible tout ce que je veux. Pour ces plugins-là, c'était possible. Alors, il y a certains plugins qui, on va dire, utilisaient de l'IA, le truc vachement avancé. Là, tu pourrais pas vraiment faire ça. Mais moi, j'ai pu lui faire, entre guillemets, un schéma d'exactement ce que je veux. Tel filtre, tel délai. Comment je veux que... Alors là, j'ai un nouveau plugin sur lequel je travaille, il y a de l'auto-gain. Donc, j'ai un petit peu designé le process de l'auto-gain. Ça va analyser le RMS d'un signal comparé avec l'autre sur tant de secondes, voilà, etc. Donc, j'imagine un petit peu le process, comment ça va marcher. Je lui fais une sorte de document très détaillé et lui, il convertit ça en C++, quoi. Ok. Voilà. Cool. Donc, merci à mes programmeurs. Il y en a 2. Ok. Ils sont super forts. Donc, voilà, merci à eux. Nice. Sans eux, je pourrais pas le faire. Mais... Bien sûr, bien sûr. Tu peux peut-être nous parler un tout petit peu plus de cette idée de ce panning fréquentiel. Comment ça t'est venu, cette idée-là? Parce que du coup, c'est la première fois... Enfin, ça me paraît très logique une fois que tu l'as dit. Mais j'aurais jamais pensé, tu vois. Comment ça t'est venu, ça? Alors, ça m'est venu sur le fait que quand tu compares... Alors, je vais essayer d'expliquer ça le plus simplement possible. Quand tu compares des enregistrements live d'un orchestre et quand tu compares des VST, eh ben, entre guillemets, c'est pas pareil.
la sensation de la stéréo va pas être pareille en fait. C'est-à-dire que dans un enregistrement live, tu as des micros. Tu as ce qu'on appelle le decay tree. Ça va être un arbre où tu as la micro gauche, centre, droit. Et tu as aussi ce qu'on appelle les outriggers. Là, ça va être des micros souvent très très larges, très espacés. Un tout contre le mur gauche et un contre le mur droit. Je simplifie, mais c'est plus ou moins ça. Et en fait, si tu as des contrebasses qui sont sur le côté de la pièce, ces contrebasses, elles vont avoir, on va forcément les entendre de ce côté-là, mais il va y avoir aussi une différence de spectre. Tu vas avoir plus d'aigus dans le micro droit et moins d'aigus dans le micro gauche. Et tu vas avoir aussi une certaine largeur stéréo qui va être conservée. En fait, vu que ces micros sont très très espacés, il va y avoir des différences de phase qui vont être plus grandes entre la gauche et la droite, et ça va créer en fait cette sensation de largeur. Maintenant, le problème, c'est que quand tu prends un VST, et ça c'est ce qui m'a fait réaliser tout ça, quand tu prends un VST du style un ensemble de contrebasses, je prends le même exemple, et que tu vas le panner, bah, tu vas avoir un exemple de contrebasse, enfin un ensemble de contrebasses qui va être plus ou moins voilà, un peu à droite dans la pièce, c'est la position standard. Et toi, si tu veux un petit peu l'élargir et le panner, tu vas entre guillemets détruire un petit peu la reverb et la largeur de la pièce. Parce qu'en fait, tu vas venir, mettons que tu veux encore plus le panner à droite, tu vas venir réduire un petit peu la part de gâteau. Si je dois dire qu'en fait, par exemple, la sensation de largeur d'un ensemble de contrebasses d'un live, c'est comme ça. Si tu prends ça d'un VST et que tu le pannes encore plus à droite, tu vas venir refermer la stéréo. Donc, même la taille de reverb va être plus étroite. Et ça, c'est dû au fait que tu vas essayer de tout concentrer d'un côté avec le panning balance, tu vois, le panning basique. Tout à fait, ouais. Au lieu de physiquement prendre les contrebasses et les mettre plus loin à droite, qui n'a pas du tout le même effet, ouais. Exactement, mais ce qui est intéressant avec le panning spectral, c'est que tu vas un petit peu plus respecter du coup cette largeur naturelle. Parce qu'en fait, tu vas garder du coup, vu que tu ne veux pas panner les bas médiums et les basses, elles vont garder entre guillemets cette largeur naturelle, ces sortes de tu vois, voilà. Et en même temps, tu vas pouvoir rechanger la directionnalité sur les aigus. Et c'est exactement ce qui se passerait dans la vie réelle. Tu aurais en fait cette sensation qu'il y a plus d'aigus dans un micro que dans l'autre. Et donc j'ai comparé les deux, j'ai fait plusieurs tests, tu vois, avec des chaînes d'EQ. Je me suis amusé au début sur Patcher de FL Studio parce que tu peux mettre plein d'effets comme ça en chaîne. Donc je me suis amusé, j'ai mis plein d'EQ et je les ai comparés. Et je me suis rendu compte qu'ah ouais, en fait, ça se rapproche vraiment d'une sensation d'un orchestre live. Je pense au VST, je le panne avec des filtres. Finalement, on dirait juste qu'en fait, ils ont bougé dans la pièce. Et ça, c'était la première étape qui m'a fait réaliser qu'ah ouais, en fait, c'est beaucoup plus logique de panner comme ça. Du moins pour des enregistrements stéréo un petit peu distants, c'est plus logique. Je vais pas dire tout le temps que c'est la meilleure façon. Par exemple, si tu as deux guitares dans un morceau rock et que tu veux créer voilà, la stéréo la plus large possible, il faut mettre à fond à gauche et à droite et maximiser cette différence. Voilà. Et tu as un son encore plus large. Mais là, donc diffuser au milieu toutes les basses et tous les médiums, là ça marchera beaucoup moins. Voilà, exactement. Mais si tu as un instrument entre guillemets dans une salle un petit peu lointain et que tu veux le repositionner sans tout détruire la reverb et la sensation de largeur, là c'est plus intéressant de panner avec un filtre. Et je suis allé encore plus loin avec mon truc parce que j'ai testé aussi le mid-side. Ok. Ce qui se passait en fait, c'est que malgré le panning de filtre qui marche bien, je me rendais compte qu'on perdait un petit peu en fait en largeur aussi. Plus on pannait fort, plus on perdait. Donc j'ai aussi en fait créé une automation de mid-side quand tu pannes. Donc ça c'est juste la largeur simplement stéréo. Mais en fait là je parle du Smart Pan qui est dans Panbox, c'est mon plugin. Quand tu pannes, tu as ces filtres qui s'opèrent, en fait qui s'ouvrent, donc ça va venir rendre le côté droit plus brillant et le côté gauche plus dark si tu pannes à droite. Mais en même temps tu vas avoir en fait une courbe de volume qui va changer la relation mid-side. Et en fait, ça va essayer de conserver cette largeur la plus naturelle possible, voilà. Essayer de contrecarrer les effets du panning, même avec des filtres, pour conserver cette sensation de largeur la plus naturelle possible. Et là, tu te retrouves avec un panning vraiment où tu as l'impression que les instruments ont bougé dans la pièce. Et bon, c'est pas parfait, hein. Ils n'ont pas réellement bougé, mais ça marche mieux que du panning standard pour moi, en tout cas. Très cool, très cool. Donc du coup, quand tu pannes quelque chose à l'extrême, j'imagine que tu fais remonter un peu les sides pour retrouver de la largeur, c'est ça ? C'est ça, exactement, ouais. Ok. Cool, très très cool. J'aime beaucoup l'idée. Ouais, et du coup, en fait, les filtres, ça fonctionne comme ça. En fait, au début, ils s'ouvrent. Je crois que je suis à genre 10K. Ils vont s'ouvrir, donc le gain des filtres va s'ouvrir. Donc il y a une shelf qui va monter d'un côté et qui va descendre de l'autre. Et ensuite, je vais bouger la fréquence moyenne des shelves, tu vois. Donc au fur et à mesure que je vais panner, en fait, la fréquence des shelves va baisser. Donc ça va en fait ouvrir de plus en plus les médiums pour aller vers les low médiums. Et voilà. Donc il y a vraiment il y a une différence. Déjà, tu as un mouvement qui s'ouvre de gain des shelves, et ensuite la fréquence des shelves baisse. Et c'est ça qui crée cette sensation de panning. Très cool. Je pense que j'ai jamais vu ça fait dans un plugin, donc
bien vu pour l'idée. Je vois très rarement des nouvelles idées en plugin. C'est toujours une copie du 11.76. Donc, ouais, j'avoue, il y en a beaucoup des 11.76. Donc c'est cool de voir quelqu'un qui fait des trucs un peu inspirants. Est-ce que tu as, outre tes plugins à toi, est-ce qu'il y a des outils en particulier que tu adores et sans lesquels tu ne saurais pas vivre? Ouais. Alors, il y a un plugin en particulier, c'est Soothe. Oh. Le magique Soothe. Ouais. Alors, c'est extrêmement important pour moi pour l'orchestral, encore plus. Parce que comme je disais, l'orchestral, c'est surtout l'équilibre tonal et il y a beaucoup de résonance en fait, à contrôler. Un exemple concret, ce serait, tu as un violoncelle. Tu vas voir que dans une salle, un violoncelle, souvent, quand il est dans les aigus, ça va. Mais dès qu'il descend dans les graves, tu risques en fait d'avoir ces résonances modales de la pièce qui vont faire résonner certaines notes de violoncelle beaucoup trop fortes. Donc, en gros, si je fais un exemple sonore magnifique, ça va faire... une note comme ça qui va extrêmement résonner. Et un exemple tout con, Soothe, il peut vraiment identifier cette résonance et la couper automatiquement. Donc en fait, soit tu as le choix de faire un EQ dynamique avec plein de petites bandes qui permettent de détecter là où ça résonne, ou alors tu peux utiliser un plugin de suppression de résonance comme Soothe. Soothe qui est très bien d'ailleurs, parce que franchement, la courbe qu'il a à l'intérieur, je sais pas comment ça fait, mais il a vraiment une courbe naturelle. Bon bref, non, je suis d'accord, je suis entièrement d'accord. Il y en a deux, trois comme ça qui existent, que j'utilise, mais celui-là fonctionne mieux la plupart du temps. Ouais, voilà. Donc ça va te permettre en fait de dynamiquement contrôler certaines résonances et du coup avoir l'impression que cette salle n'a pas de problème de résonance. Des fois c'est même pas la salle, des fois c'est juste l'instrument. Un truc tout con, quand tu as deux ou trois instruments ensemble, du style admettons 2 corps français ou 3 corps français qui jouent la même note en ensemble. Yes. Et il se peut en fait que leur fréquence fondamentale soit parfois en phase. Et donc tu vas te retrouver avec un pic de 500 Hz, ou enfin leur fondamentale, mettons que la fondamentale est à 500 Hz. Ouais. Même s'ils tiennent juste une note, mettons ils tiennent la note comme ça, tout droit, en fait tu vas avoir des vagues un petit peu comme ça, parce qu'en fait tu as la phase qui va s'additionner à certains moments. Et ça peut parfois être un peu extrême. Alors, quand tu as un grand ensemble, tout vient s'égaliser et ça va, alors 16 violons, il n'y a pas de souci. Mais quand tu as des ensembles du style plus de 2-3 joueurs, il se peut que cette phase fasse un peu des siennes et te retrouves avec un peu un son en vague. Voilà. Une sorte de vibrato qui n'a pas lieu d'être, quoi, oui. Un peu un battement, tu sais, comme dans les basses de synthé, les Reese Bass, où tu as 2 oscillateurs qui parfois s'ajoutent ou se cancel. Donc tu te retrouves en fait avec des pics un peu aléatoires de phase. Et donc ça peut être un petit peu moche dans un mix. Donc vraiment, la partie suppression de résonance est très utile dans le mixage orchestral. Nice. Donc c'est un truc que j'utilise beaucoup. Yes. Donc Soothe, puis aussi Gullfoss qui est un autre plugin de suppression de résonance. Assez pratique. Bon après, ces trucs-là, ça rembalse pas l'EQ. Hein. Je fais en sorte que je les mets uniquement quand il y a un problème de résonance à contrôler. Je les mets pas comme ça à la base. Voilà. Ok, d'accord. Ça fait pas partie de ta template de toujours l'avoir pour tout toujours retenir. C'est quand tu sais qu'il y a un problème. Ok. Le meilleur plugin de base, pour moi, c'est FabFilter Pro Q4. Okay. C'est l'EQ. En fait, c'est juste à cause de la rapidité du workflow. Ouais. Tu as besoin de cutter un endroit, tu double-cliques, paf. Je suis vraiment habitué à cet EQ, donc bon, ça marche pour moi. Après, un EQ paramétrique, c'est la base. Voilà, Et puis quelques bonnes reverbs, oui, il y a des reverbs que j'aime bien. J'allais poser la question sur les reverbs. Ouais, toujours que faut en parler. Dans l'orchestral, tout le monde, allez, je veux les meilleurs reverbs du monde. Forcément, il en faut. Qu'est-ce que tu utilises? Écoute, si vous avez Fruity Reverb 2 de FL Studio, ça vaut quand même le coup d'acheter une petite reverb. Au moins Valhalla Room ou une reverb qui sonne un petit peu moins comme un tas de ferraille. Voilà. Ouais. Parce que bon, Fruity Reverb 2, on va pas se voiler la face. La tail, elle loupe carrément. T'entends genre... C'est atroce. Horrible. Mais par contre, la reverb de base de Logic est très bien. Chromaverb là. Donc comme quoi, tu vois, c'est pas toujours... je dis pas toujours qu'il faut acheter les meilleurs plugins, machin, parce que honnêtement, surtout pour l'orchestral, vous avez besoin de pas trop d'effets créatifs. Il faut un bon EQ. Et une bonne reverb, ça peut être cool. Donc si le budget est un petit peu plus serré, Valhalla Room, très bien. Pour 50 €, vous avez une super reverb avec plein de modes. Et même Vintage Verb, peut-être encore plus utile, je dirais. Mais bon, pour l'orchestral, Valhalla Room sonne un peu mieux, je dirais. Ensuite, si le budget est un peu plus élevé, il y a Cinematic Rooms, qui est quand même un peu mieux. Donc Cinematic Rooms, c'est une reverb qui permet de faire du 5 points aussi, plein de trucs. Okay. Mais ça reste une excellente reverb stéréo pour l'orchestral. Je dirais encore un peu plus clean que Valhalla Room, un peu plus réaliste. Sinon, moi, j'utilise aussi VSS3 de TC Electronic. C'est une émulation de la TC6000, qui est une reverb qui était beaucoup utilisée au cinéma. Donc,
Elle est un peu vieille. Elle a une tail qui est peut-être un peu plus modulée que Cinematic Rooms, mais elle a une sorte de largeur que j'adore. Donc je dirais, voilà, avoir une bonne reverb et un bon EQ, c'est l'essentiel. Et puis la suppression de résonance, c'est cool. Mais si vous êtes débutant, n'achetez pas Soothe. Déjà, apprenez à EQ. C'est un petit conseil. Ne pas trop se focus sur les plugins. C'est bien qu'on en parle qu'à la fin des plugins ou pas trop, comme ça, il n'y a pas trop de gens qui vont voir ça. Yes, exact. Non, mais c'est fait exprès aussi. Hein. Ça fait partie de nos valeurs à nous de ne pas mettre trop ça en avant parce que c'est pas ça qui est important. Donc, Voilà, je veux surtout appuyer sur le fait que vraiment, voilà, les plugins, ça va rajouter un petit plus, c'est vrai. Mais là, même si on met, je sais pas, la reverb, même avec la reverb de Pro Tools, on peut faire un mix correct. Hein. Du moment que c'est bien EQ, que l'équilibre tonal est correct, que tu mets la bonne dose de reverb, ce sera correct. Yes. Comme tu disais, passer à la suite, quoi. Passer à la suite, Je vais revenir un tout petit peu en arrière de ce qu'on parlait tout à l'heure des projets et de un peu ton évolution plus business. Et peut-être parler un tout petit peu de ton rapport à tout ça, aux artistes ou enfin, au business. Est-ce que pour toi, comme ça fait pas très longtemps que tu es ton business, mais tu es déjà à un niveau et sur des projets très très pro et fort gros, est-ce qu'il y avait un moment où tu as senti un avant-après sur un projet où tu as fait un truc et le lendemain, on te comprend, tu as commencé à recevoir des mails beaucoup plus intéressants ou c'était juste vraiment une longue évolution? Une longue progression, honnêtement, et lente. Enfin, lente, c'est relatif. Je pense que finalement, il n'y a pas eu vraiment de gros moments déclencheurs. Pour moi, ça s'est fait vraiment au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'à chaque fois, j'avais un projet qui était un petit peu plus gros, un petit peu plus gros, un petit peu plus gros. Et ça fait que, on va dire, 2-3 ans que j'ai des projets que je pourrais considérer comme AAA, tu vois. Avant ça, c'était des projets, voilà, un peu moins intéressants, et puis encore moins, voilà. Après, à l'époque, ils étaient ultra intéressants pour moi. Mais c'est sûr qu'actuellement, ça fonctionnerait plus. On n'aurait plus le même budget et tout ça. Donc, c'est normal. Dans ces carrières, on évolue. Et puis, les projets changent. Mais c'était assez lent, on va dire. C'était assez lent. C'est pas fait d'un coup. J'essaie de réfléchir là, mais honnêtement, il y a eu un déclencheur, en fait, quand même. C'est en fait qu'à un moment, je me suis décidé de me bouger et de faire du networking par moi-même. Parce qu'avant, j'étais plus en mode passif. C'est-à-dire que j'attendais que les gens me contactent. Et il arrivait que certains mois, l'été, il n'y avait pas beaucoup de boulot, tu vois. Même, ça le fait un petit peu tous les années. Tu es souvent dans une période en août où tout le monde part en vacances. Bon, ça, c'est normal. Janvier et août, pour moi, c'est pareil. C'est toujours mort de chez mort. Ouais, exactement. Mais bon, j'étais vraiment passif. Et c'est vrai que ces 2 dernières années, je me suis décidé à écrire quelques emails. Et c'est vrai que ça a fonctionné. Alors après, ça a peut-être fonctionné parce que j'avais déjà un petit peu bossé sur des projets que les gens pouvaient trouver intéressants, je pense. Et donc, c'est peut-être pour ça qu'ils m'ont aussi contacté en retour. Je sais pas si ça aurait fonctionné si je l'avais fait. Tu sais, j'arrive là, première année de mixage, j'envoie des mails. Je pense que j'aurais eu que des râteaux. Mais bon, je pense quand même que c'est important, même si on se prend des tonnes de râteaux ou même aucune réponse, c'est important d'être un peu plus proactif. Moi, je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt, tu vois. J'aurais voulu écrire plus d'emails plus tôt. Il y aurait peut-être eu des gens qui m'auraient répondu. Et j'ai quand même eu certains projets vraiment intéressants du style, le fait que je travaille avec Jason Graves, le compositeur de Dead Space, c'est moi qui l'ai contacté à la base, tu vois, il me connaissait pas. Et après, il a écouté, merci à lui, il a écouté ce qu'il y avait sur mon site, il a aimé, et on travaille ensemble. Pareil avec des gars qui font du trailer, des Allemands, ils s'appellent Zwei, enfin c'est 2WEI. Ces gars-là, ils m'ont fait mixer un de leurs morceaux parce que je les ai contactés. Donc il y a certains beaux projets qui sont arrivés parce que j'ai contacté, voilà, parce que j'étais plus proactif et pas... Voilà. On attend. Mais bon, exactement. Mais la majorité sont quand même venus, je pense, en partie parce que j'ai aussi une chaîne YouTube qui ramène du monde. Je poste pas mal de vidéos, surtout autrefois, maintenant j'ai plus le temps, mais je postais pas mal de vidéos. Et j'ai aussi un cours de mixage, donc peut-être que ça crée de la présence en ligne et que les gens m'ont aussi trouvé comme ça. Mais voilà, je pense qu'il faut mêler les deux. Il faut essayer d'avoir une petite présence en ligne, c'est bien quand même. Pas forcément faire des tutos ou quoi, mais juste... avoir une page, tu vois, poster, être dans des groupes Facebook. J'ai eu des clients qui sont venus grâce au groupe. Pour l'orchestral, il y a pas mal de gens sur Facebook. Avoir une sorte de petite présence en ligne, au moins, un beau site, ça aide. Et puis ensuite, être un peu proactif. Voilà. Je dis pas d'être le LinkedIner professionnel où je fais des posts tous les jours avec des emojis partout. Hein. Je pense que il y a des gens chez qui ça fait plutôt l'effet inverse, justement. Voilà. Toi, t'as l'air d'avoir trop de temps, toi. Ouais. Voilà, mais faut un peu se manifester, sinon il n'y a pas tout qui va te tomber dessus, quoi. Bien sûr. Qu'est-ce que tu mets dans ces mails ou qu'est-ce que tu fais sur ces groupes Facebook pour se faire remarquer? Genre ça ressemble à quoi? Est-ce que tu leur demandes
du travail? Est-ce que tu te présentes simplement? Comment ça fonctionne? Alors, déjà, j'essaie pas d'avoir l'air désespéré, même si c'est août et que ça fait 2 semaines que j'ai pas mixé. Non. Mais je leur dis juste bonjour, écoute, j'aime ce que tu fais, voilà. Puis c'est des gens que j'admire, à qui j'envoie des emails. Donc voilà, après, je m'attends à rien, hein. Mais je leur dis, je serais honoré si tu pourrais checker ce que j'ai sur mon site. Et si t'aimes bien, peut-être qu'on pourrait travailler ensemble. Voilà, je résume, hein, mais c'est ça en gros que je dis. Bien sûr. Et puis finalement, y en a qui se manifestent en retour et puis qui répondent. Et la plupart, ils sont très gentils d'ailleurs. Et donc voilà, c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Et quand tu disais que tu avais eu pas mal de projets, surtout au début, via des groupes Facebook, c'est parce que tu es là pour aider les gens? C'est parce que tu fais quoi là-dessus? Comment tu te mettais en avant là-dessus? C'était surtout en fait que je postais mes tutos. Là honnêtement, je postais des petites vidéos, genre comment EQ des violons, tu vois. Et ensuite, il arrivait que les gens, ils voyaient la vidéo et ils me disaient « Ah, tu mixes, machin. » Et puis ensuite, d'amis en amis aussi, pas mal de gens parlent entre eux. Et puis ensuite, ils viennent, tu vois. Mais je pense que c'est plus la présence en ligne liée à ma chaîne YouTube qui a fonctionné sur Facebook, je pense. Nice. Merci. Ben voilà, ça va peut-être donner quelques idées à des personnes qui ont envie d'émuler un peu ce que tu fais. Est-ce que tu penses que ta localisation géographique, tu es en France, c'est ça? Ouais. Où ça? Je suis vers Bordeaux. Ok, vers Bordeaux. Est-ce que tu penses que ta localisation, donc là où tu es, ça a un quelconque rapport avec ta carrière, ou est-ce que c'est vraiment pas important? Rien du tout, absolument rien. Que dalle. Ça change strictement rien. Parce que 95% de mes projets, déjà, c'est pas des Français. C'est à l'étranger. Et même à Bordeaux, je m'étais amusé à contacter 1 ou 2 écoles du coin, mais puis on avait discuté, et puis ça s'était arrêté là. Hein. Parce que je voulais faire des petits cours, tu vois. Ça m'aurait fait marrer d'avoir une classe, tu vois. Bien sûr. Je sais pas, c'est trop bien quand même. Je l'ai fait, c'est fun. J'aime bien en fait faire des cours. Tu vois, c'est pour ça que j'ai écrit aussi un cours de mixage. Donc j'avais contacté une école, puis on avait parlé, mais ça s'était arrêté là. Donc la localisation géographique, honnêtement, je dis pas que ça servirait pas. Peut-être pour d'autres gens, ça pourrait servir. Moi, c'est qu'en fait, c'est une niche vraiment l'orchestral où c'est surtout international et anglophone. Si tu essayes de vouloir mixer les groupes, par exemple, de ta ville, ou essayer de faire du live, genre du mixage live, pour ta localisation, là, pour moi, ouais, ça pourrait valoir le coup. Notamment à Paris, je suis sûr qu'il y a pas mal de choses qui se passent. Si tu veux faire du live à Paris, je pense qu'il faut être sur place et bouger. Voilà. Mais pour moi, spécifiquement, non, pas du tout. C'est bon à savoir aussi, voilà, qu'il y a vraiment des niches comme ça, surtout en mix mastering, où c'est vraiment pas important. Et puis j'imagine que ça te permet aussi d'avoir une situation financière un tout petit peu différente que si tu dois avoir ton studio dans le 1er arrondissement à Paris, c'est pas pareil, quoi. Ah, ça doit faire mal, hein. C'est sûr, c'est sûr. Je peux imaginer. Tiens, je regarde un peu. Alors, quelques petites questions un peu habituelles qu'on pose souvent aux gens. Est-ce qu'il y a eu des choses, de sorte d'idées reçues ou des mythes comme ça qui te seraient restés, qui t'auraient bloqué à un moment donné, où tu as vraiment senti « Ah, là, je suis passé à une nouvelle étape parce que je me suis ôté d'une idée reçue ». Il y a des choses comme ça que tu peux te rappeler? Par rapport au travail, donc plus la philosophie du travail et tout ça? Que ce soit dans le son, que ce soit dans le business, que ce soit même dans le rapport personnel à tes clients. Honnêtement, un truc, c'est que je pense qu'à un moment, il faut avoir une sorte de vitesse de croisière. Qu'est-ce que j'essaie de développer exactement comme idée? J'aime bien où tu vas là. Ok. Ouais. En fait, j'essaie de mettre les bons mots sur ça. Bien sûr. C'est-à-dire que quand j'étais un petit peu, on va dire plus jeune, je parle comme si j'étais un vieux, lol. Non, mais quand au début de ma carrière, j'étais vraiment en mode, je vais bosser tout le temps, tu vois, la nuit, 4h du mat, je mixais encore, et je me crevais. Et à l'époque, je me sentais un peu plus invincible, tu vois. J'étais en mode, ah, génial, je vais faire le maximum de mix que je peux. Je vais jamais crever et tout ça. Et honnêtement, à certains moments, je dis pas que j'étais en burn-out, mais il y avait des semaines, j'avais plus envie de bosser. J'étais vraiment à l'arrêt, comment dire. J'avais pas cette motivation, tu vois. J'étais raplapla, je procrastinais de ouf pendant 2 semaines, presque non-stop, tu vois. Là, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est peut-être que j'avais poussé un petit peu trop. Et je pense que quand on commence dans un truc et que ça commence à marcher, on peut être très motivé. Et ensuite, on peut penser que c'est ça la vie. En fait, la vie, c'est juste farmer le plus possible de shillings et essayer de bosser 60-80 heures par semaine. Et en fait, je pense que chaque personne est différente. Et pour certaines personnes, ça peut marcher. Il y en a, je vois des entrepreneurs, là, ils arrivent, je sais pas, à faire des heures, à ne pas dormir. Ils sont heureux comme ça. Moi, personnellement, j'y étais pas. Je pense qu'il faut que chacun essaye de faire attention et essayer de voir où est sa limite.
Parce que finalement, la vie, moi, je philosophe un petit peu, mais ça, c'est mon avis personnel. Très bien, vas-y. Prenez, laissez. Ça, c'est mon avis. La vie se résume pas à que ça. C'est-à-dire qu'on a beau avoir sa passion. Moi, j'adore mixer. J'ai tellement nerdé sur les plugins pendant des mois et des mois. Et c'est très cool, hein. Mais au bout d'un moment, tu risques d'exploser. Et c'est vrai que c'est très important de savoir quand il faut s'arrêter. Et parce que même si c'est sa passion, même si on adore ça, il y a un moment, ça risque de forcer un petit peu trop. Et après, on s'en rend pas compte, et on se rend compte qu'après coup, que là, en fait, on est raplapla. Tu vois, on le sent. Moi, je l'ai pas senti venir. C'est juste après coup, je me suis rendu compte que j'ai pas envie là, franchement, aujourd'hui là, les projets là. Alors pourtant, j'étais passionné, et je le suis toujours. Hein. Et prendre des vacances ensuite, ça m'a débloqué, tu vois le truc. Mais je pense que certaines personnes, ça peut même peut-être prendre plus de temps. Moi, je connais des gens, ils sont restés 2, 3 mois, 4 mois en burn-out et tout ça, parce qu'ils ont trop poussé à un moment. Et ils l'ont pas vu venir, et paf, ça leur est tombé dessus. Donc voilà, essayer que toute sa vie ne soit pas résumée qu'à un seul truc, c'est bien aussi. Et avoir d'autres aspects de sa vie, pas oublier que sortir boire des bières avec des potes, c'est cool aussi, socialiser, tout ça. Donc voilà, après, c'est un petit peu mon expérience. J'ai un petit peu trop forcé, j'ai un petit peu oublié la vie sociale et je l'ai regretté. Bon, après, j'ai rééquilibré le truc. Mais c'est vrai que maintenant, je cale plus mes limites. Ça va être très français ce que je dis. Je fais pas mon 35 heures, hein. Je fais peut-être plus 50 heures, mais 45 heures. Mais à un moment, quand il y a un client qui me dit est-ce que tu peux m'envoyer ça et tout ça, écoute, avant j'étais un petit peu leur esclave. Ouais. C'est-à-dire qu'à 2h du mat, ok, je vois l'email arrive, paf, est-ce que tu peux envoyer une révision, paf, je le fais. Je me lève, j'allume l'ordi, paf, je le fais. Maintenant, non, c'est bon. Il va attendre 24 heures, il va pas en mourir. Moi non plus, il y a rien qui va s'écrouler. Il va pas avoir de la grêle, il va pas avoir les plaies d'Égypte. Le mix, il va attendre 24 heures. Bon, sauf s'il y a une deadline, là, tu t'organises évidemment. Mais le zèle trop poussé à essayer de satisfaire à la minute le client, ça mène à rien. C'est juste à ton épuisement. Voilà, c'est un petit peu mes conclusions. Entièrement d'accord. Et puis, c'est le miroir un peu de mon expérience aussi. Ah ouais, t'étais comme ça aussi? Oui, bien sûr. Bah, je pense qu'on est nombreux à passer par là, surtout quand tu te lances dans l'entrepreneuriat créatif, dans un truc qui est plus ton hobby à la base. C'est un mélange dangereux, quoi. C'est vraiment c'est ça. T'es tellement passionné qu'en fait, t'en fais trop. Bah ouais. Moi, j'explique de temps en temps à mes potes, et je devais expliquer à ma femme pendant des années que mon boulot et mon hobby, on dirait que je fais la même chose. Ouais. Mais c'est pas la même chose, tu vois. Et au début, moi, je le savais pas. C'est juste au bout d'un moment, je me suis rendu compte, en fait, c'est deux approches différentes. C'est pas parce que ça se passe dans le même studio avec les mêmes outils que faut l'approcher de la même manière. Donc, ouais. C'est ça. Ça a pris un peu de temps. Mais super cool. Ça, je pense, c'est super riche. Et surtout pour ceux qui se lancent et qui sont encore dans ce mode, allez, je donne tout. C'est important de donner tout, c'est sûr. Mais il y a un moment donné où soit tu rentres dans l'entrepreneuriat et il faut que tu le fasses pendant des années. Et du coup, faut se manager un peu. Soit c'est pas de l'entrepreneuriat, tu fais ça pour ton plaisir. Mais alors là, ok, il y a pas de souci. Prends le temps que tu as envie de prendre, mais tant que c'est fun. C'est ça. Après, je dis pas qu'il faut pas se pousser. Hein. Il faut se pousser. Il faut faire des nuits blanches, quelques-unes. Si tu veux arriver quelque part, pour moi, il faut bosser dans la vie. C'est un petit peu ma philosophie. Il faut mettre un peu les bouchées doubles parfois. Mais c'est vrai que voilà, à un moment, surtout quand ça fait quelques années que tu le fais, si tu vois que ça commence à marcher un peu, ou alors que tu sens que ta santé commence à flancher, il faut savoir se calmer, quoi. Yes. Tout, hein. Cool. Super riche. Si tu pouvais te parler à toi au début de ta carrière, il y a 6, 7, 8 ans, et tu pourrais donner un conseil ultime, au-delà donc de se manager et pas se driver au burn-out, qu'est-ce que tu te dirais de plus important pour y arriver peut-être encore plus vite ou pour arriver plus vite à ce que tu voulais aujourd'hui? Voilà, dans quelque chose dans ce genre-là. Alors bon, c'est lié alors ça, c'est une erreur que j'ai surtout fait en compo. Mais c'est pareil dans le mix, je l'ai aussi fait un peu moins, mais c'est la même chose. C'est ne t'attarde pas trop sur les petits détails. Ça, c'était ma plus grande perte de temps de toute ma vie. Ça a été de passer 3 mois sur chaque compo. Qu'au final, c'est pas de compo incroyable quand je check maintenant, tu vois, avec l'expérience. Pour moi, tu vas progresser le plus rapidement possible si tu arrives un petit peu à doser le travail que tu fais, par exemple, au niveau du mix ou de la compo, et savoir aussi passer à autre chose. Donc, il y a des gens, ils vont pas avoir l'oreille pour quelque chose, ils vont s'acharner sur un son, c'est ce que je parlais avant, tu vois, c'est ce dont je parlais avant. Et ils vont juste perdre du temps, et au final, ils auraient plus progressé s'ils avaient juste
mixer un autre morceau. Ou même ils avaient téléchargé des stems, je sais pas, à Cambridge, là il y a un site, il y a plein de stems que tu peux télécharger, tu vois, pour t'entraîner. Juste, entraînez-vous sur plus de situations, maximisez les situations différentes sur lesquelles vous pouvez vous entraîner. Ah, nice. Et finalement, passez à autre chose. Ne vous attardez pas un mois sur le même track, parce que ça va vous enfermer dans un cas de figure bien particulier. Et le mix, au final, c'est pas un seul cas de figure, c'est un nouveau challenge à chaque fois. Donc, maximisez les différentes situations de mixage. Et aussi éduquez-vous en même temps, donc essayez d'équilibrer ça. Et voilà, et le truc c'est qu'en fait quand on est débutant, on a beaucoup d'informations, on nous parle des plugins, on nous parle de tous ces trucs-là, saturation, stéréophile, machin, et c'est tellement un méli-mélo dans notre tête qu'en fait on veut passer énormément de temps à s'entraîner, à essayer de tout tester, et c'est bien de tout tester, mais au final pour moi on progresse plus vite quand en fait, on se confronte à différentes situations. Donc je dirais, voilà, entraîne-toi sur plus de trucs différents, passe moins de temps sur un seul truc, et je pense que c'est un x2. En vrai, en compo, moi, si j'avais fait un morceau tous les 2 semaines, d'un morceau tous les 3 mois, j'aurais peut-être triplé mon niveau, tu vois. Et au lieu d'essayer de peaufiner un ostinato qui est nul à la base, j'aurais peut-être dû apprendre à faire des meilleurs ostinatos ou faire un nouveau depuis le début. Ouais. Et il aurait été mieux à la base, tu vois. Ok. Donc voilà. J'allais demander justement, bah tiens, c'était drôle ça. Tu peux nous donner quelques exemples de ce genre de truc où tu passes énormément de temps, mais qu'au final n'avait pas d'impact? Parce que je pense qu'il y a un des trucs qui est, enfin, ce que tu viens de dire est super et je suis entièrement d'accord. Mais je pense que ce qui est compliqué pour beaucoup de gens, ça l'a été pour moi, c'est de savoir c'est quand que c'est intéressant de passer du temps, d'expérimenter, de se tromper, et d'exagérer le temps que je passe sur un truc, et c'est quand c'est des situations où je dois justement passer à autre chose. C'est quand tu commences à faire une chaîne de plugins avec genre plus de 7 plugins et qu'en fait tu sais pas trop pourquoi ils sont là. Là c'est probablement que tu as passé trop de temps à mettre des plugins qui servent à rien. Déjà il faut que chaque décision ait une volonté derrière, tu vois. C'est-à-dire que tu peux mettre un plugin, même t'oublies même pourquoi il y a cet EQ là en fait. Tu t'es juste dit à un moment où ok je vais le mettre là. Oh une saturation, j'ai entendu dire que la saturation c'était bien sur les vocals, du coup je vais mettre une saturation. Et tu te retrouves en fait à modifier des trucs mais tu sais pas trop pourquoi. En fait, si tu sais pas trop pourquoi tu le fais, pourquoi tu perds ton temps en fait? C'est ça la question. Tu vois, si tu réalises que ah ouais là je suis totalement perdu, bah là ça sert à quoi en fait de modifier ça? T'es totalement perdu à la base, bah je sais pas. Enlève tous les plugins et recommence à zéro, ce serait peut-être plus intéressant finalement. Au moins là tu vas reconsidérer tout le morceau à la base. Si t'es en phase d'apprentissage, que t'es pas encore sûr de ce que tu fais et que t'es totalement perdu, ajouter le 13e plugin, ça sert à rien. Ça sert à rien. Juste recommencer à zéro, entraîne-toi à rééquilibrer le track à partir de zéro. Si tu sais pas équilibrer un multitrack, tu recommences à zéro ton mix, tu essaies de mettre juste 2, 3, 4 plugins sur le vocal, tu regardes ce que ça fait, après tu ouvres une nouvelle session, tu essaies de faire pareil, voilà. Ne t'acharne pas, sinon c'est juste la frustration. Tu vas être là avec le 8e plugin, ah est-ce que c'est mieux? Je suis pas sûr. Mais là t'es déjà en fait dans la zone de la perte de temps. Donc pour moi il faut essayer un peu d'imaginer en fait, essayer de se questionner, est-ce que là je suis en train de faire un truc que je comprends déjà? Est-ce que je suis pas totalement perdu? Si tu dis ah ouais je suis totalement perdu, bah non, va référencer un track plutôt, et va rééquilibrer ton multitrack à partir de zéro. Là, ce sera 1000 fois plus productif que d'ajouter le 13e plugin. Yes. Donc, ça, c'est facile à dire quand tu te rends compte que tu as un peu d'expérience. C'est facile à dire. Mais peut-être essayer de se poser ces questions, ça peut aider. Mais bon, si c'était facile, personne ne ferait ça. Enfin, si on est tous perdus à un moment. Donc, voilà. Forcément. C'est facile de venir après et dire. Voilà. Puis c'est comme on disait tout à l'heure, j'imagine que ça t'arrive encore sur certains projets, c'est un mix d'être perdu. Ah ouais. Parce que c'est juste une nouvelle situation. Oh là là. Ah ouais? Vas-y, ouais, raconte-nous. Raconte-nous. Ah, c'est intéressant. Le pire mix de l'année. Enfin, pire mix, non, il est bien le mix finalement. Mais en fait, c'était un cas où j'avais une référence qui était tellement bien. C'était exactement la vibe qu'il fallait. Et moi, je suis trop essayé de partir dans des directions un petit peu différentes. Tu vois, c'était un morceau. C'était pourquoi? C'était pour un perso dans un jeu vidéo mobile, un lobby. Donc c'est la musique de menu principal. Par skin de perso, donc c'est un peu les trucs de jeu vidéo mobile. Ouais, et là en fait j'avais des drums un petit peu rapides en mode tu sais jazz mais hyper rapide avec plein de cymbales dans tous les cas, un peu en mode whiplash comme dans le film. Et en fait leur mix était vraiment bien parce que ce genre de percu-là, tu vas pas mettre de la reverb sur la snare ou très très peu. Ça va être surtout de la compression et de l'EQ, tu sais, ça va être un mix de drums en mode SSL old school, quoi. C'est ça qui fait les meilleurs sons pour le jazz ou les trucs comme ça, tu vas pas foutre des effets partout. Ça reste assez raw, quoi, assez brut. Et moi, j'ai essayé un peu trop d'en faire trop, j'ai mis des
plein de compressions parallèles. Qu'est-ce que j'avais fait? Une saturation parallèle. Au final, c'était trop rapide le tempo. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Donc, je me suis un petit peu amusé, tu vois, et puis je me suis rendu compte que finalement, la ref, elle est mieux. Donc là, j'ai repris mes drums à 0. Ça faisait je sais pas combien de temps que je l'avais pas fait. Et maintenant c'est bien. Maintenant, je suis mieux que la ref, je pense. D'ailleurs, le compositeur est très content. Mais j'ai eu cette situation, tu vois. J'ai eu cette situation où je m'entêtais un petit peu avec mon drum bus. Voilà, bon. Classique, tout à fait. Alors, on est tous passés par là, ouais. Trop bien. Ok, super. Ça, c'est génial comme réponse. Et du coup, on va finir par un tout petit truc classique aussi. Si un jeune de 18, 19 ans aujourd'hui te pose la question, tiens, comment je fais? Ce serait quoi la meilleure chose pour moi de faire là aujourd'hui pour devenir toi un jour? Pour pouvoir mixer des trucs orchestraux, trailers, ce genre de trucs. Qu'est-ce que tu leur conseilles? Alors ça, pour l'orchestral, le truc c'est que c'est un peu compliqué parce que c'est très chaud de trouver des multitracks d'orchestral pour s'entraîner. Ah ouais, c'est compliqué parce que si tu le fais pas toi-même, il faut avoir des gens, tu leur demandes, donc c'est pas ultra évident. C'est pas ultra évident. Tu me dirais pour du rock, là c'est facile de trouver des trucs pour s'entraîner. Mais pour de l'orchestral, c'est compliqué. Donc je dirais déjà, ce serait quand même bien d'avoir un petit background musical en termes de compo. C'est quand même bien de comprendre l'orchestration un tout petit peu, parce que pour moi, il y a quand même un lien entre l'orchestration et le mix. Tout à fait, ouais. C'est-à-dire que, par exemple, quand tu as un ensemble de cuivres, mettons que, je sais pas, un exemple tout con, genre si tu fais des accords au tuba, ça marche pas trop, parce que c'est un instrument qui est assez riche, ou alors au bass trombone, voilà. Tu peux pas... Ces instruments, en fait, il faut que ce soit assez clair. Souvent, il faut faire juste une ligne de basse, ou à la limite une octave. Donc... Si tu as une orchestration qui est un peu compliquée à la base, tu vas pas réussir à EQ. Donc, comprendre ce genre de petits trucs-là, ça peut t'aider à prendre des meilleures décisions de mix. Par exemple, si tu as ces accords de bass trombone et que, écoute, ça fait un son vachement plein de noise, plein de bruit, tu vois, plein d'aigus parce que c'est mal été géré, il va falloir le rendre un peu plus dark avec un filtre, couper un peu d'aigus. Et pour comprendre ce genre de trucs, c'est aussi bien de comprendre l'orchestration. Donc, avoir ce petit background et peut-être aussi, du coup, composer un petit peu tes propres tracks, ça peut être bien. Parce que, sauf si tu arrives à trouver des multitracks orchestraux, mais c'est un peu compliqué. Donc, voilà, essayer de faire ça. Donc, avoir déjà une certaine compréhension de qu'est-ce qui se passe physiquement avec les instruments, c'est quoi un peu les bases de l'arrangement. Tu conseillerais aux gens d'aller dans une école de musique ou un truc comme ça ou pas nécessairement, justement. Là, je parlais par exemple plutôt, est-ce que tu conseillerais aux gens d'aller faire, je sais pas moi, peut-être un cours d'arrangement classique à l'académie? Ça peut aider un petit peu. Après, si on parle que du mix, vraiment du mix orchestral, pour moi, le meilleur truc que tu vas pouvoir trouver, c'est des ressources en ligne. Voilà. Ça va être YouTube, parce que ça va être YouTube en fait. Ça va être YouTube. Ça va être des cours. Il y a des cours en ligne qui existent sur le mixage orchestral. J'en ai fait un aussi, self-promo. J'allais y arriver, oui. Tout à fait. Notamment, si jamais ça t'intéresse, toi, à 18, 19 ans ou n'importe quel âge, puisque c'est ouvert à tout le monde d'apprendre à mixer de l'orchestral, il y a un cours de Joël Delier est-ce que tu peux peut-être nous en parler un tout petit peu de ce cours? C'est le segue parfait. En gros, c'est un cours de 18 heures, un cours vidéo. Donc, il y a une série de vidéos plus théoriques où je vais parler par sujet, donc légalisation, la stéréo et tout ça. Et comment on applique ces concepts dans l'orchestral, parce que c'est un petit peu différent. Un exemple tout bête, quand on panne justement un instrument d'orchestre, on va pas le panner à fond, parce qu'il y a de la room, il faut conserver cette sensation de profondeur, etc. Donc en fait, j'applique tous les concepts de base du mixage à l'orchestral dans ces premières vidéos. Et ensuite, je fais ce que j'appelle les déconstructions de mix. Donc là, je vais, il y a 4-5 mix que je vais montrer de A à Z. Donc c'est des mix finis et je vais track par track, je montre ce que j'ai fait et pourquoi. Après, voilà, c'est bien, ce genre de ressources peut aider. Ça peut déjà en fait mettre les bases. Comme je disais, par exemple, savoir que les violons à 4K, des fois, il faut les couper, souvent. Donc c'est bien d'avoir cette base pour moi. Parce que c'est facile de dire, utilisez vos oreilles et tu fonces complètement aveugle et t'as pas de base de départ. Bon, ça c'est pas forcément utile de dire ça aux gens pour moi. Il y a pas mal, j'entends souvent, hey, just use your ears, tu vois. Si tu sais absolument pas quoi faire, absolument rien reconnaître, c'est bien d'avoir cette petite base de départ, c'est bien d'avoir une ressource. Mais ensuite, essayer de t'entraîner. Donc, essayer d'avoir des multitracks orchestraux ou alors de composer tes propres trucs et voilà quoi. Puis ensuite, ça va se faire, mais c'est pas facile, c'est pas facile. D'accord, donc prenez ton cours, mais pas trop.
plutôt travailler. Non, j'ai pas envie de promettre des trucs qui vont pas. Vous allez faire le cours, vous saurez pas forcément IQ à la fin du cours. Ok. Je vais être totalement honnête avec les gens. Hein. Mhm. Vous allez regarder le cours, vous aurez des tips sur comment IQ. Vous pourrez copier et coller ce que je fais, mais ça va pas marcher à 100% parce que vous n'avez pas les mêmes banques sons. C'est pas pareil. Vous allez avoir en fait une piste de départ. Ça peut vous économiser des dizaines d'heures. Tous les cours en ligne sont bien parce que, enfin pas tous, mais le concept d'un cours en ligne ou d'un cours en général ou de l'école en général, je suis pour. Ça peut économiser des dizaines d'heures, voire des centaines d'heures. Si tu sais absolument pas ce que c'est que le threshold d'un compresseur, Bien sûr. ou de savoir qu'en fait généralement les drums, il faut compresser quand même les snares, c'est utile de les compresser pour entendre plus de tail, sinon ça fait poc dans le mix. Bon, c'est bien d'avoir cette info, tu vois, c'est bien d'avoir des bonnes pratiques, des pistes, voilà. Mais ensuite, ça va pas ça qui va faire de toi un bon mixeur orchestral. Tu vas pas savoir t'adapter forcément. Tu peux pas regarder juste le cours une fois et savoir EQ tous les types de cordes différentes, les cordes de symphoniques, les cordes chamber, voilà. Ça, c'est vraiment, tu dois apprendre à reconnaître l'équilibre tonal, comme je disais avant, se faire l'oreille pour savoir quel est le bon équilibre tonal par morceau. Et c'est la clé de tout, et ça met du temps. Malheureusement, on peut pas tout avoir comme ça. Yes. Bah, malheureusement, heureusement pour nous, parce que du coup, sinon on n'aurait pas de boulot. Voilà, exactement. Ben, super, merci beaucoup. Ça, je pense que c'était très très riche. Pas de souci. Où est-ce que je devrais envoyer les gens si quelqu'un veut te contacter, si quelqu'un veut travailler avec toi, ou juste aller voir un peu ce que tu fais, où est-ce qu'on te trouve? Alors, on me trouve déjà sur mon site, ça peut être pas mal parce qu'on peut entendre ce que j'ai fait aussi. Donc, c'est joeldoliermixing.com. Sinon, il y a mon email, joeldoliermixing@gmail.com. Ok. Et oui, et puis si vous voulez voir mes plugins, jdfactory.store. Nickel. Et puis mon cours en ligne, c'est sur Master the Score. C'est pas moi qui le vends, c'est une entreprise qui s'appelle Master the Score, ils vendent plein de cours. D'accord. Puis j'ai fait un cours pour eux de mixage orchestral. Donc voilà. Cool, super. Tout ça évidemment sera dans la description, les gens pourront aller voir là-dedans. Merci énormément pour le temps que tu nous as accordé ici. Merci à toi, c'était très cool. J'adore discuter de ça. En plus, en français, c'est rare. Désolé si je faisais plein d'anglicismes. Je t'avoue que c'est compliqué des fois dans ma tête, là, mais... Je t'avoue que je suis... Enfin, moi, je m'y retrouve entièrement parce que je suis... Bon, je vais pas dire que je suis anglophone à la base, mais je suis anglophone à la maison, disons. Ouais. Et la plupart des temps... Enfin, j'invente des mots et apparemment, ça passe. Donc, écoute, on va dire que ça fait... Comme Gérald dit, ça fait mon charme. Ça fait ton charme, c'est très bien. Moi, j'aime bien. Moi, ça me facilite la vie aussi. Donc, merci. Nickel. Et merci beaucoup pour ton temps encore une petite fois. Et à la prochaine, du coup. Merci à toi.